Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités nous raconteront leur enfance aux côtés de parents différents. J'ai été les yeux de mes parents. Et moi l'oreille. Donc c'est ça. Adeline naît dans une famille pas comme les autres. Ses parents sont malentendants. La première langue qu'elle apprend est la langue des signes. J'ai commencé petit à petit à prendre conscience que, en fait, il y a deux mondes différents. Il y a le code entendant et il y a le code sourd. Une particularité qui la fera grandir plus rapidement que ses camarades. Un jour, en fait, mon père n'était pas bien. Avec mon frère, on a appelé le SAMU. Et ça parlait, ma mère qui me regardait, j'essayais de traduire. Puis à un moment, le médecin nous a dit « Non, mais sortez, vous êtes des enfants, sortez ». Christian, le père de Romane, est non-voyant. Malgré son handicap, il a très vite endossé le rôle de papa poule. Moi, à la crèche, quand j'allais la chercher, je faisais... Et c'est juste ce son-là qui faisait que c'était elle qui venait. Mais tant que je faisais pas ce son-là, elle ne venait pas. Romane, elle, se souvient encore des remarques blessantes qu'elle entendait pendant son enfance. Une rancœur qu'elle a désormais transformée en force intérieure. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu des parents différents. Donc avec nous, deux invités qui ne se connaissent pas et qui pourtant semblent avoir des points communs. Bonjour toutes les deux, vous êtes Adeline et Romane, deux jeunes femmes qui avaient grandi avec des parents différents. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez vécu quand vous étiez enfant, puisque vos parents étaient malvoyants et non-voyants, vos parents étaient sourds, et donc on va découvrir à quel moment vous vous êtes rendu compte que vos parents étaient différents, quel type de relation particulière vous aviez avec eux, le regard des autres. Et puis avec nous, Christian, bonjour. Bonjour. Si on devait avoir une image comme ça de cette enfance particulière, singulière, c'est quoi l'image qui vous revient ? Moi, là, tout de suite, je devais avoir peut-être une dizaine d'années et mon frère, 7 ans, quelque chose comme ça. Il me dit, bon, on va chercher maman à la gare. Il prend le chien guide et puis il décide de mettre des rollers. Il roule. Et là, en fait, il se prend un trottoir et il a fini les deux bras dans le plâtre. Et... C'était comique, mais... Christian, qu'est-ce que ça nous raconte, ça ? Ça nous raconte tout simplement qu'il faut profiter de la vie. Et puis, après, on regrette. Hein. On regrette la boulette. Mais ça fait partie des expériences. Mais à ce moment précis, qu'est-ce qui vous passe par la tête justement, quand vous décidez de faire ces surprises ? C'est que vous avez envie de faire rire votre famille ? C'est quoi l'idée ? Ah non, c'est naturel. Hein. Parce que déjà, ça va plus vite. Et puis, avec le chien, on sent le vent sur la figure. Et je crois que c'est un truc vachement grisant. C'est un peu comme le ski, quoi. D'accord. Et ça m'amuse. Mais sauf vous le saviez avant d'aller à la gare, ça ? Je le savais, mais je ne savais pas que ça se finirait comme ça. D'accord. C'était sentir cette sensation. Exactement. Adeline, c'est vrai que je ne peux pas ne pas faire référence à ce film, La famille Bélier, qui a raconté une situation qui ressemble beaucoup à la vôtre. Oui. Puisque je ne suis pas chanteuse ni de famille d'agriculteurs quand même. Hein. D'accord, donc ce sont les deux différences. Mais on découvre en tout cas comment une enfant grandit avec des parents différents. Donc vos parents sont sourds. Et pareil, s'il devait y avoir une image... Alors, mon image le plus marquant pour moi, c'est l'appel téléphonique pour un dermatologue. Là, vous avez quel âge ? 6-7 ans. Et elle me demande d'appeler parce que j'ai des verrues aux pieds et il faut appeler le médecin. Sauf qu'elle ne me dit pas dermatologue. Elle me dit en langue des signes pour les verrues. Bon, je prends le téléphone et je dis « Bonjour madame, je voudrais prendre un rendez-vous avec un verrurier ». Et là, en fait, la secrétaire se moque de moi. Elle me dit, bon, arrête de jouer avec le téléphone, passe-moi tes parents. Je leur dis, non, ils sont sourds, donc c'est moi qui vous réponds. Non, mais ça va 5 minutes, passe-moi tes parents, sinon je raccroche. Et je dis, non, mais mes parents, ils sont vraiment sourds, je rigole pas. Et en fait, elle m'a raccroché au nez. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai fondu en larmes. J'étais quelqu'un de très... Ouais, voilà. Donc, en fait, ça a été un handicap pour moi parce qu'à partir de là, le téléphone, je l'ai un peu banni. On verra effectivement quel rôle vous jouez dans cette famille, finalement de manière implicite, ou qu'on vous demande, et on compte beaucoup sur vous. C'est ça. On va voir que vous avez ce point commun, notamment, c'est que vous êtes des jeunes filles qui ont grandi assez vite. Alors, Céliane est psychologue, bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, merci d'être là, parce qu'on verra, finalement, qu'est-ce qui se joue dans l'enfance, et puis quel genre d'adulte ça fait. Donc, merci d'être là, et n'hésitez pas à donner votre regard, comme ça, au fur et à mesure de l'histoire. Romane, la question, c'est à quel moment, quand on est enfant, on réalise que nos parents sont différents ?
Apparemment, c'était quand j'avais 2 ans ou un peu moins. Quand je faisais des bêtises à la maison, je distinguais déjà la différence entre le fait que papa était aveugle et que maman était très malvoyante. Donc, quand je faisais des bêtises, eh ben, pour ne pas me faire gronder, papa, si j'étais à quelques mètres de lui, je faisais la statue. D'un coup, je m'arrêtais de bouger, de respirer, parce que je savais qu'il pouvait sentir le moindre fait et geste, même la respiration, il pouvait sentir, c'était palpable. Et maman, par contre, je savais qu'elle distinguait les silhouettes et les couleurs, donc je me cachais derrière les meubles. Vous vous rappelez de ça, Christian, ou pas? Oui, c'est là Elle où faisait la statue? Ah oui, oui. Moi, je criais, hein, parce que j'essayais de savoir où elle était. Et comme, bon, bien souvent, c'était pas pour lui dire je t'aime et je vais te faire un bisou. Donc, c'était facile de jouer avec ça. Je me cache, je dis rien, je respire plus, je fais aucun bruit et voilà. Mais moi, je trouve que ce qui est fou, c'est qu'un bébé, parce que moi, à la crèche, quand j'allais la chercher, je faisais... Et c'est juste ce son-là qui faisait que c'était elle qui venait. Mais tant que je ne faisais pas ce son-là, elle ne venait pas. Oui, mais on développe des choses. Et donc, ils s'aperçoivent très, très vite des différences. Et voilà, et après, ils en jouent, évidemment. Mmh. Et je crois que, Romane, vous avez le souvenir d'une photo de classe particulière. Là aussi, c'est évidemment anecdotique et tendre aujourd'hui, mais on parle de la toute petite enfance. Oui. C'est en ça que vous savez que c'est différent pour vous. Première photo de maternelle, maman était à la maternité puisqu'elle allait accoucher de Mathis, mon frère. Et du coup, maman avait préparé la veille une petite robe, notamment toute jolie. Et puis, je ne sais pas pourquoi tu as changé de vêtements, mais je me suis retrouvée le jour de la photo de classe avec une salopette et un pull arc-en-ciel multicolore. Mais en plus de ça, il m'habillait à l'envers. Donc, photo de classe, habillée à l'envers et puis en harlequin, quoi. Eh ben ouais, mais bon, je suis ton père qui t'habille quand même. T'aurais pu y aller toute nue et voilà. C'est intéressant de savoir, parce qu'effectivement, vous le racontez aujourd'hui, parce qu'il faut bien trouver, parce qu'on va voir que c'est une grande histoire d'amour, tout ça, mais il faut bien trouver des petites choses comme ça un peu différentes. Mais au fond, c'est ça la réponse que vous entendiez quand vous aviez un reproche à faire? En fait, mon père, il a toujours... Enfin, pour rien au monde, je changerais de papa et... En fait, c'est pas un père handicapé, c'est un père extraordinaire et c'est... T'inquiète pas, hein. Mais ce que je dis, c'est que le handicap, c'est une douloureuse richesse. Ça veut dire qu'on en souffre quand on est petit parce que voilà, il y a le regard des gens, il y a la société qui nous juge et ça fait mal parce qu'on n'accepte pas le handicap. Mais c'est riche parce qu'on en ressort plus grand, plus fort et plus mature et on grandit plus vite et c'est un combat tous les jours. C'est encore un combat aujourd'hui parce qu'on doit faire face à plein de choses. Mais moi, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu des parents différents. Et aujourd'hui, je leur dis merci. Enfin... Ça apporte beaucoup de bonheur et la différence fait la force. Douloureuse richesse, c'est sa formule? C'est ça. C'est vrai que quand on est petit, on est innocent et le regard de la société nous fait mal. C'est ça. Hein. Mais je crois que tout simplement, dans l'enfance, les enfants ne sont pas spécialement cruels. L'enfant, il est naturel. Oui. Donc, c'est vrai que ça peut blesser. Mais quand lui, il pose des questions, même si la question est la plus dure du monde, il le fait sans réfléchir. C'est spontané. C'est spontané, oui. Et bien souvent, c'est les parents qui posent problème, c'est pas l'enfant. Et vous, Christian, c'est quoi votre plus beau souvenir, j'ai envie de dire, de papa quand vos enfants sont petits? Déjà, le plus beau souvenir à la base, c'est le fait que j'ai pu m'en occuper un petit peu. Comme moi, ça m'a jamais posé de soucis particuliers, même de les changer. Voilà. Après, moi, j'ai essayé de jouer beaucoup avec eux, surtout quand ils étaient plus petits. Et peut-être que aujourd'hui, avec le recul, ils n'ont peut-être pas eu un père, tout compte fait. Ils ont eu un espèce de grand gamin qui vit et qui, des fois, se pose peut-être moins de questions que d'autres. Le cadre, il n'est pas toujours si clair que ça. L'autorité, c'est pas toujours ça non plus. Mais voilà, quoi. J'ai donné sans me poser de questions, tout simplement. J'ai vécu cette période de père avec 3 enfants. Et bon, le dernier, un peu moins, parce qu'on a eu moins d'années d'échange, mais...
Et puis, ce qui est étonnant, c'est que de tous les trois, des 3 enfants, on ne perçoit pas du tout de la même manière le handicap. Par exemple, le dernier, on a l'impression qu'il n'a pas conscience que ses parents sont handicapés. Par exemple, dans une pièce, concrètement, papa va arriver dans la pièce, il ne va pas instinctivement se pousser. Il va attendre que papa le bouscule, qu'il lui rentre dedans. Enfin, c'est bizarre, on ne perçoit pas de la même manière le handicap. Moi, je pense que je suis celle qui en a plus... c'est pas, je dirais pas souffert, mais je pense qu'il a pris le plus à cœur le handicap. Le second, celui de 19 ans, lui, il a dépassé ça complètement. Enfin, il tient complètement de papa avec humour et il est vraiment comme papa. Il a un humour... Oh, il a dépassé le maître. Il a dépassé le maître. Ah oui. Et le dernier est très introverti et lui, par contre, il a l'impression qu'il n'en a pas conscience de tout ça. Si je peux me permettre, moi, c'est pareil, j'ai un grand frère. Et je pense que la femme, elle a plus de sensibilité et elle prend les choses plus à cœur. Alors que l'homme, ou l'adolescent, ou le garçon, déjà, c'est un peu plus compliqué. Je le sens comme ça parce que mon frère et moi, on est différents là-dessus. Alors, je ne sais pas si on peut généraliser les hommes et les femmes, mais en tout cas, dans votre famille, vous avez remarqué que vous, en tant que petite fille, vous aviez cette sensation que vous étiez là pour aider aussi. Oui, tout à fait. C'est ça, parce que le souvenir que j'ai, c'est... en fait, en 2011, mon frère a fait une conférence. Il a apporté un témoignage en tant que enfant entendant de parents sourds. Et là, il a clairement dit devant 300 personnes, je me suis décomposée en disant que, quand ma sœur était en âge de parler et de bien maîtriser la langue des signes, je lui ai tout refoulé. C'est-à-dire que moi, je voulais m'en détacher, j'avais besoin de vivre comme un enfant normal. Et voilà. Et quand il a sorti ça, je me suis pris un peu une claque au visage, dans le sens où je l'ai toujours senti, mais jamais entendu. Vous avez découvert que lui-même était conscient du rôle que vous aviez pris dans la famille, en fait. Ouais. Votre enfance, à vous, à quel moment vous réalisez que vos parents sont différents? À l'école. Ouais. Parce que c'est vrai que je trouvais pas ma place. Est-ce que j'étais sourde? Parce que je me posais des questions. J'entends, mais est-ce que je suis sourde comme mes parents? C'est-à-dire que, alors c'est important parce qu'on se met dans la peau d'une petite fille dont la langue maternelle est la langue des signes. Oui, 3/4 de mes amis sont sourds. Enfin, tous les week-ends, on était à l'association des personnes sourdes sur Orléans. Et tout le monde, en fait, tout mon entourage est sourd. Et quand je suis rentrée, surtout en CP, où j'avais un exercice à faire à la maison, c'était de la conjugaison. Et je suis rentrée le soir, toute excitée de faire l'exercice. Et ma mère, elle a voulu m'aider. Et le lendemain matin, j'arrive à l'école, toute fière de moi. On fait la correction. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Et le soir, je suis rentrée en pleurs. Je pleurais beaucoup quand j'étais petite. Et du coup, en pleurs. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui explique, tu sais, maman, l'exercice qu'on a fait hier, en fait, il est carrément faux. Et là, elle me dit, mais tu sais, c'est moi, c'est de ma faute. Tu sais, moi, j'entends pas. Donc, du coup, l'écriture, à l'écrit, c'est compliqué. Je dis, mais je t'en veux pas, maman, mais ça va. Et c'est là que j'ai pris confiance, en fait, qu'il y a une certaine différence. Parce que quand j'allais à l'école, je me faisais punir aussi, parce que j'avais un comportement, entre guillemets, de sourd. C'est-à-dire j'aimais bien discuter, parce que à la maison, on est dans un cocon où on parle en langue des signes, et à l'école, on parle. Et moi, j'ai les yeux partout, j'ai envie de papoter, je suis pas très calme en classe, du coup, je me fais tout le temps punir. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé petit à petit à prendre conscience que, en fait, il y a deux mondes différents. Il y a le code entendant et il y a le code sourd, quoi. Il y a des codes pour vous. Ouais. Il y a des codes. Et précisément, quand vous passez d'une langue à l'autre, parce que comme votre langue maternelle est la langue des signes, quand vous devez apprendre à parler ou à écrire, vous réalisez que les mots ne sont pas dans le même ordre. C'est ça. En français, par exemple, je vais dire « je vais au cinéma ». Et en langue des signes, on dit « cinéma, moi, va ». Donc moi, j'écrivais comme ça, la syntaxe inversée à l'écrit. Et aujourd'hui, ça va mieux avec le français. Je me suis réconciliée avec le français il y a 5 ans grâce à mon chéri, qui m'a redonné des cours de français, il m'a réappris à bien écrire et à bien parler des fois aussi. Et comment elle s'apprend, cette langue, pardon? Elle est un peu innée. J'ai le souvenir, quand j'étais petite aussi, à table, où je voyais, donc j'avais ma mère qui est à droite, mon père qui est à gauche, et mon frère qui est en face de moi. Et donc, mes parents, ils échangent en langue des signes, et nous, on bougeait nos mains et on faisait, on imitait en fait nos parents. Et puis, en fait, petit à petit, il y a eu la main qui est bien posée pour faire tel signe, et voilà. Et c'est inné, c'est vrai que c'est difficile à... Comme l'apprentissage d'une langue maternelle, en fait. Oui, complètement. Là, c'est vrai que c'est pas au niveau de l'audition, c'est du visuel. Et ce qui est riche dans la langue des signes, c'est l'expression du visage. Là, on est en colère, on sourit, on comprend tout de suite. Un regard, on comprend tout de suite la personne.
Et vous avez la sensation aussi que ça donne des traits de caractère différents? Ah, complètement. C'est-à-dire que quoi, on est plus cash, plus direct? Oui, alors une personne sourde, effectivement, va pas passer par 4 chemins. Et c'est vrai que moi, j'ai ce trait de caractère, je suis franche et peut-être un peu, des fois, ça peut blesser les gens et je m'en rends pas forcément compte parce que pour moi, c'est pas méchant. Et du coup, les gens peuvent mal le prendre, mais il y a d'autres personnes qui apprécient du coup cette franchise. Et contrairement aux idées reçues, finalement, vous avez grandi dans un monde qui n'était pas silencieux. Non, bruyant. Très bruyant. On dit souvent en fait qu'une personne sourde est silencieuse, mais alors pas du tout. J'ai le souvenir, il y a quelques années, où j'étais retournée vivre chez mes parents. Et à 6h du matin, mon père à la retraite vide le lave-vaisselle. Bing, boum, bam, la porte pour ranger l'assiette et bing, et bam. Je suis sortie de mon lit, je me suis dit, c'est quoi ce bazar? Je descends, je dis, papa, stop. Il y a du bruit là, ça va pas là. Il dit, oh pardon, je t'avais oublié, j'ai perdu l'habitude que tu sois là, que tu entendes, je vais faire plus attention. Et tout à l'heure, effectivement, Romane disait, dès la toute petite enfance, les enfants comme ça, ce sont des parents quand même, hein, donc des fois, il faut se cacher quand on a fait une bêtise. Donc elle disait, je faisais la statue. Et vous jouiez avec ça, par exemple, pour la musique? Ma mère, elle entendait certaines choses, elle sentait quand même, enfin, les personnes sourdes sentent des vibrations. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un tourne-disque et on mettait la musique, mais à fond. C'était marrant, c'était la discothèque dans la chambre. Et une fois, je me suis fait avoir. On est dans une maison, nous à l'étage, les parents en bas. Et en fait, le soir, donc à 8h30 au lit, on met la radio, on fait ci, on fait ça, on s'éclate, on fait un peu la discothèque dans la chambre. Et jusqu'au moment où, au niveau de l'escalier, au milieu, ça craque. Je sais que c'est mon père qui monte. J'éteins tout, je me mets dans le lit, je ferme les yeux, je fais comme si de rien n'était. Et mon père, il rentre dans la chambre et il me l'a dit, hein, je sens une chaleur. Et en fait, il se rapproche du lit, il pose la main sur mon cœur. Mon cœur, il bat à 200 à l'heure. Bah oui, vous étiez en train de danser. Et là, boum, il avait compris que, en fait, voilà, j'étais en train de m'amuser au lieu de dormir. Nous aussi, on avait je me souviens, à la maison, on avait une grosse boîte à gâteaux. Et au-delà de certaines heures, on n'avait pas le droit de goûter parce qu'on allait bientôt manger. Et on aimait bien ramener les copines dans le village pour manger les gâteaux à la maison. Et quand il y avait papa dans le salon, du coup, avec les copines, on essayait de marcher sur la pointe des pieds. Mais papa, on a chacun une respiration, mais chaque respiration, il arrivait à reconnaître à qui comme le pas. Cette respiration appartenait. Donc on essayait sur la pointe des pieds. Et même quand on ouvrait la boîte avec nos mains, il arrivait à reconnaître qui venait d'ouvrir la boîte à gâteaux. Donc, vous en rappelez, Christian? Ouais, mais la fameuse boîte à gâteaux. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle existe encore. Hein. Oui. Pas tout à fait la même, mais... Alors, effectivement, on va voir comment l'une et l'autre, vous avez pris une place particulière dans cette famille. Et là, on est dans la toute petite enfance, ce qui est émouvant aujourd'hui, parce que finalement, ce sont des anecdotes, mais ça pouvait être une blessure pour l'enfant. Enfin, c'est quoi? C'est que l'enfant est obsédé par l'idée d'être comme les autres? Oui, l'enfant a besoin de sentir qu'il est comme les autres, puisque de toute façon, l'endroit dans lequel il évolue, c'est sa normalité à lui. Et en même temps, après, le fait de rentrer à l'école, il comprend que finalement, ce qui se passe à l'école et de voir les enfants évoluer dans un autre environnement, dans un autre contexte, fait que là, finalement, on se rend compte que, ah oui, en fait, c'est pas ça la normalité, c'est parce que j'ai l'habitude de connaître à la maison. Et c'est là aussi qu'il y a la différence, je pense. Et elle dit, Noir, qu'au fond, vous avez pris une place assez naturelle, qui était une place de traductrice. Tout à fait. Dans des situations parfois compliqué pour une enfant. Ah oui, complètement. Se mettre à appeler des professionnels, ou comme le verrurier, par exemple, ou même aller à des rendez-vous où on n'a pas à être là en tant qu'enfant, par exemple dans le milieu hospitalier ou autre, et on se met à traduire, ça gêne personne. Il y a quand même des situations où c'est vraiment pas évident. Hein. On a envie d'être comme un enfant lambda. Et en fait, on ne peut pas abandonner ses parents. Enfin, moi, j'ai le sentiment d'abandonner mes parents si je ne traduis pas. Et vous avez eu cette conscience assez jeune que finalement, il y avait des choses qui n'étaient pas votre place? Au début, ça s'est fait naturellement. Oui, ça s'est fait naturellement. Après, il y a l'adolescence où c'est très compliqué. Hein. Déjà, contrairement à toi, moi, j'invitais pas mes amis à la maison. Mes parents avaient honte de leur handicap à l'époque. Est-ce qu'on était dans une société où la langue des signes avait été interdite? Et ça, c'était avant encore? Oui. Même simplement de dire, effectivement, dans l'histoire, la langue des signes était interdite à un moment donné, ce qui a procuré un manque d'estime de soi et parfois la honte dans la communauté. C'est ça. Et du coup, moi, je n'invitais pas mes amis à la maison. Ça a été très tard. Hein. C'était au niveau de l'adolescence où mes parents, ils ont commencé à lâcher prise. Et le jour que j'ai invité mes amis, donc mon père, il n'entend pas. Et je sonne pour prévenir, parce que quand on sonne, en fait, il y a une lumière.
Mais mon père, il devait être je ne sais pas où, dans sa tête. Et en fait, j'ai ouvert la porte d'entrée, donc j'étais avec 2 copines à moi, et j'ai mon père qui passe et qui lâche un P. Mais un bon P. Et donc, du coup, je l'ai regardé, je fais papa. Et puis, j'ai regardé la tête de mes copines parce que du coup, je me suis dit comment elles vont réagir. Et elles ont éclaté de rire. Et encore aujourd'hui, j'en rigole, quoi. Et précisément, quand on parlait du rôle que vous preniez dans l'enfance, des moments où vous ne vous sentiez pas à votre place, c'était quoi? C'était quand l'enfant que vous étiez devait parler aux impôts, par exemple? Oui. Ah, les impôts, je comprenais rien. Le charabia, enfin, on est enfant, on comprend pas ce que c'est que la taxe d'invitation, les impôts, les courriers, traduire un courrier. Oui, avec des formulations, vous voulez dire que des formulations très, très formelles? Ouais, c'est ça. Ça choquait personne que ce soit moi qui traduise, quoi. Enfin, les gens, c'était plus, ma pauvre, ça doit être dur d'avoir des parents. Enfin, combien de fois je l'ai entendu cette phrase et... Ah bon? Ouais, c'est... On est là, on nous dit, ma pauvre, ça doit être dur d'avoir des parents sourds, mais ils ont besoin de nous pour qu'on puisse traduire. Enfin, c'est assez paradoxal, quoi. Alors justement, on va voir si c'est dur ou si c'est une douloureuse richesse, comme vous disiez. Ouais. Et notamment, enfant ou adolescente, vous avez été confronté au SAMU? Ah oui, le SAMU, ah oui, effectivement. Un jour, en fait, mon père, pour X raisons, n'était pas bien. Et il était super tard. Et avec mon frère, on a appelé le SAMU. Et on expliquait ce qui se passait. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et du coup, il y a tout le monde qui arrivait, le SAMU, le médecin généraliste, enfin tout le monde. Et on était dans la chambre et je voyais mon père allongé, dans un état c'est très dur pour un enfant de voir ça. Et ça parlait, ma mère qui me regardait, j'essayais de traduire, même mon frère, on était vraiment tous les deux là-dessus très soudés. Et puis à un moment, le médecin nous a dit « Non mais sortez, vous êtes des enfants, sortez. Sortez, vous inquiétez pas, on va gérer la situation. » Et ça nous a soulagés sur le moment, mais en même temps, on était très paniqués parce qu'on savait pas ce qui allait se passer. Et là, je me retourne effectivement vers Céliane, qui est psychologue. C'est cette ambivalence-là que raconte très très bien Adeline. C'est cette idée que, je ne suis pas toujours à ma place. La vie fait que je me retrouve dans ces situations. Et en même temps, si je m'extrais de ces situations, j'ai l'impression d'abandonner. C'est ça, il y a la notion de culpabilité, d'un poids, de quelque chose, d'être responsable de quelque chose parce que moi, je porte pas le handicap. Et en même temps, c'est pas mon rôle d'enfant parce que c'est pas à moi de porter ça, Donc, toute l'ambivalence de comment doser ça. Et l'enfant veut protéger ses parents, c'est ça l'idée? Bah oui, d'une certaine manière, mais c'est le rôle qu'on lui donne aussi, La sensation que vous grandissez plus vite? Oui, j'ai l'impression d'être plus responsable par rapport aux autres. Je vois mes camarades qui sont en train de jouer, ils vont faire des choses et tout, alors que... Il y a de l'insouciance d'un côté. C'est ça. Et puis à côté, moi, je vais traduire. Mais je suis contente parce que je leur rends service, mais en même temps, des fois, stop, quoi. Voilà. Donc c'est le dosage. Ouais, c'est le dosage. Vous, Romane, vous avez la sensation aussi de grandir différemment des autres? Moi, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir grandi plus vite que les autres, oui. D'ailleurs, je me souviens que j'ai eu le besoin très vite de mentir sur mon âge. Vous êtes vieilli, en fait? Oui. Mais ça continue. Non, maintenant j'arrête. Ça va s'inverser à un moment donné. Oui, la carte vermeille, c'est pour bientôt. Maintenant, ça s'inverse. Mais jusqu'à un moment où j'ai fêté mes 17 ans et que je regarde maman, je dis « Maman, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que j'ai 17 ans. » Je me sentais en décalage avec les enfants de mon âge, immature, et oui, cette insouciance... Comment vous dites cette insouciance en fronçant les sourcils? Ah oui, c'est quoi? C'est cette insouciance, ça veut dire quoi? Je sais pas, comme si... je sais pas. Quelque chose auquel vous n'aviez pas accès? Ouais. Peut-être que j'aurais aimé y avoir accès, mais... c'est vrai que quand tu dis ça, je me remémore, moi, mes situations. Effectivement, moi, tout mon entourage, en général, ils sont un peu plus âgés que moi. Et est-ce qu'il y avait des choses que vous faisiez, justement, très naturellement, que vous aviez pris cette place dans la famille quand vous étiez enfant, adolescent? Moi, j'ai été les yeux. J'ai été les yeux de mes parents. Et moi, l'oreille. Donc, c'est ça. Donc, ça a été pour lire le courrier, ça a été, par exemple, du coup... Alors, lire le courrier, ça veut dire, là aussi, du courrier administratif? C'est ça, mais du coup, ça s'est développé un esprit visuel très synthétique. Ça veut dire lire un courrier, c'est aller à l'essentiel, c'est directement lire en diagonale. Tu as découvert. Bon. Non, mais voilà. En résumé. Voilà. D'où ça vient, de quoi il s'agit. Enfin, je pense à ça. Après, c'est vrai que du coup, ça a été aller faire les courses. Parce que la voiture, moi, je connais que depuis que j'ai le permis, c'est-à-dire il y a 2 ans. Donc, il fallait faire les courses tous les 2-3 jours. Donc, dès le plus jeune âge, on a été prédisposés à porter le papier toilette dès nos 1 an et demi, dès qu'on savait marcher. Alors après, les parents, pour nous afficher dans le village... Nous afficher, ça veut dire? Oui, la honte, nous porter la honte. Ils ont acheté une, comment on appelle ça, une charrette? Ah, une remorque. Une remorque pour mettre derrière le vélo.
Bon, bah, mon petit frère, lui, était heureux. Je trouve ça super pratique, mais quand on est enfant, on a honte. Mais on a honte. Voilà. Et puis met On les se pouces derrière. décarcasse, on essaye de leur trouver des solutions, et après ils nous le reprennent. Ouais, Voilà, mais ouais. petit, Non, mais c'est vraiment, très, vous êtes des enfants indignes. Mais justement, est-ce que Christian, vous étiez... Parce que là, évidemment, ça paraît naturel, ce qu'on est en train de se raconter. Voilà, vous dites, j'étais l'oreille de mes parents, j'étais les yeux de mes parents. Vous vous en rendiez compte ou ça se faisait finalement de manière naturelle, et puis il n'y avait pas le choix, et puis c'était inconscient? Alors moi, je vais d'abord repartir un petit peu plus loin. Adeline, c'est bien que tu sois là, parce que moi, la première chose, avant que Roman naisse, ma première inquiétude a été est-ce que mon enfant pourrait être sourd? Parce que là, pour moi, problème de communication. C'est-à-dire qu'en étant non-voyant, vous vous dites, Ouais, si j'ai un enfant sourd, voilà, c'est votre hantise. Voilà, je partais du principe qu'il n'y aurait pas d'échange possible. Et puis, par rapport à nos enfants, ce qui se passe, c'est que malheureusement, là, on n'est pas d'accord sur le sujet parce que chacun est de son côté de sa propre barrière. Et les adultes, sans s'en rendre compte, sollicitent les enfants. Mhm. Alors que nous, quelque part, on s'est un peu juré de non, quoi. C'était une conversation que vous aviez eue. Oui, au départ, non. On n'a pas, en gros, on n'a pas eu des enfants pour faire nos courses, quoi. Mhm. Bien sûr. Ça, c'est une évidence. Mais petit à petit, y a des choses qui se mettent en place et sans s'en rendre compte, tiens, t'as pas vu mes clés ou voilà. Et on s'en rend pas spécialement compte. Et ce petit pourcentage, avec les années, l'évolution de l'enfant, Ça empiète. ça grimpe, ça monte, quoi. Mais est-ce que c'est pas, en tant que parent, après, c'est la question que je te pose, est-ce que c'est pas la facilité, le fait d'avoir à portée de main C'est un réflexe, non? Ouais, c'est un sont les réflexe. Mais enfin, je sais pas. Non, mais pourtant, je peux t'assurer que moi, quand je bricole, etc., j'ai beau me dire, tiens, je prends le tournevis, je le pose ici, ça marche 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Puis après, je le balance un peu plus loin. Puis, des fois, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais on traîne les pieds, on fait le tour de la salle, on fait 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, avec des... On cherche pour pas déranger. Voilà. C'est pas prétexte qu'on va être autonome. Et on au cherche bout d'un pour moment, faire. on fait oh, il y en a marre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire où est le marteau? Exactement, C'est ça que je veux dire. ouais. Ok, Non, c'est bien de donner un exemple, effectivement, d'une situation, parce que qu'est-ce qu'on ferait, effectivement, dans la même situation? tout à fait. Et Roman, vous allez vivre donc un événement qui va changer un peu des choses. C'est qu'à l'âge de 12 ans, vos parents se séparent. Et donc, ça change quoi pour vous? Alors, je sais pas si, du coup, c'est le handicap ou le divorce, parce que tout divorce, je pense, est compliqué, mais ça a été très dur. L'adolescence a été très compliquée. De mes 12 à mes 17 ans, je pense que ça a été très compliqué, surtout avec ma mère. Parce qu'à ce moment-là, vous vous mettez à vivre avec elle uniquement? Avec juste ma mère et mes frères. Du coup, papa quitte le domicile familial. Pendant presque 1 an, on ne s'est plus parlé, alors qu'on a une relation plutôt... Ouais, mais bon, un caractère de chien, donc ça... Il est très borné. ça Et du coup, période très difficile. Puis le handicap, j'ai complètement refusé. J'ai fait un rejet complet. C'est quoi? C'est l'adolescence. Et quand vous dites rejet, ça veut dire quoi? J'en avais honte. Vous comprenez cette sensation à cet âge? Ah oui, complètement. Ah, moi, j'ai refoulé. Je vais voir mes copains et je fais toutes les bêtises du monde qu'il C'est faut que pas ça avait faire. pris trop de place? Ouais. Déjà, l'adolescence, c'est compliqué en soi. Mais en plus, avec le handicap des parents, le fait d'être toujours sollicité, il y a un moment où on a envie de respirer. Et on a envie d'être comme les autres adolescents. Faire, sortir. En voir fait, les amis. c'est pas honte du handicap. Moi, j'avais honte d'avoir honte. Parce qu'on ne peut pas avoir honte de ses parents. Non. J'avais honte de moi. J'avais honte d'avoir honte. Oui. Ça veut dire que ça se traduisait, et ça, je l'ai jamais dit, mais je sais que mon père est au courant. Je pouvais le voir dans la rue, mais j'allais pas lui dire bonjour. Parce que je voulais pas que les gens me voient avec lui. Non, moi, ça me dérangeait pas. Mais je sais que tu as toujours été au clair avec ça. Alors là... Ça veut dire quoi? Il a toujours été au clair avec ça? Papa, il vit bien son handicap. Et il est au clair avec tout ça. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Je lui dis, s'il y a des opérations, tu peux retrouver la vue. Ouais. Et lui, il veut pas. Et je trouve ça égoïste. Parce que finalement, nous, en tant qu'enfants, on se dit, mais comment tu nous imagines? Comment tu nous vois? Justement, je veux pas voir ça.
Et en plus, la première chose que je vais voir, c'est ma tête. Non. Vous avez décidé de faire une blague, Christian, mais comme on est là pour en parler, oui. Parce qu'effectivement, Roman a ce réflexe naturel, il y a forcément une explication. On se dit, comment ça, il y a des opérations, et donc vous pourriez retrouver la vue de manière partielle ou totale, je ne sais pas. En tout cas, de ce qu'il a déjà vu étant petit. Voilà. Mais et alors, votre réponse, c'est quoi, en fait? Parce que là, vous avez fait une boutade, mais la raison pour laquelle vous dites non, ça ne m'intéresse pas, c'est quoi? Parce que déjà, je pense que ça fait trop longtemps, je l'assume bien. Moi, aujourd'hui, je sais pas, je bricole, je fais de l'électricité, de la plomberie. Oui, tu t'es adapté. Hein. J'ai fait du tandem pendant je sais pas combien d'années avec 5000 km par an. Je sais pas, je scie du bois avec une tronçonneuse. Voilà, bon, j'ai envoyé un arbre chez le voisin l'autre fois, mais pas grave, il n'était pas là. Mais, non, en fait, je pense que ça serait apprendre à voir autrement. Ouais. Moi, ma force, peut-être, c'est parce que ça, on n'en a pas parlé, c'est qu'il faut savoir que moi, j'ai un père qui a déjà la polio, qui marche avec des cannes et aujourd'hui qui maintenant est en fauteuil roulant à cause de son âge. Mais la seule force que lui nous a donnée, c'est que quelque part, si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. On est allé à la pêche avec lui, on est allé à la piscine avec lui, on faisait des choses dans le jardin complètement fous, on allait couper des arbres en forêt. Bon, voilà, Ils nous ont permis de faire beaucoup de vélo alors qu'on était dans une commune où il y avait quand même beaucoup de voitures, des choses comme ça. Si on avait eu un accident avec un enfant, mes parents auraient payé toute leur vie parce que, quelque part, on n'a pas à faire de vélo quand vous ne voyez pas. Donc, peut-être que cette espèce de force ou cette inconscience, elle vient de là, quoi. Alors, j'ai pas l'impression que c'est de l'inconscience, au contraire. Oui, non, mais... Vous dites, on me l'a transmis, et j'ai toujours souhaité, finalement, montrer cette adversité à mes enfants. Oui, sauf que le problème, c'est qu'il ne faut pas que penser à soi. Il y a le regard de l'autre. Et moi, quand je faisais du vélo dans le village, où une fois j'ai failli écraser la voisine, bon, je suppose que ça a fait un peu le tour, quoi. Il est complètement fou, ce village. Vous dites je suppose. Oui, je suppose. Ouais, ça va vite dans le village. De toute façon, on était les enfants de l'aveugle, donc... Il y avait quoi derrière cette phrase? Parce que ça pourrait être neutre. Il y avait nous. Oui, il y avait vous, mais ça pourrait être neutre. C'était connoté, c'était péjoratif. Non, moi, je pars du principe Vous l'entendiez comme ça, enfant? Ah oui. Et vous, Christian, vous l'entendez pas comme ça? Non, moi, je pense qu'on notifie une différence. Alors, ça peut choquer, mais cette différence, elle existe. Moi, aujourd'hui, par exemple, ce qui me choque, c'est quand on me dit « Monsieur, vous êtes non-voyant ». Ça, c'est politiquement correct, on s'en fout. Je suis un aveugle, point barre. Le A, c'est privé de vue. Donc, aujourd'hui, on est toujours avec des non-entendants, des non je ne sais quoi. Mais il faut arrêter, voilà. T'es aveugle, tu es sourd, tu es sourd. Je comprends pas. Donc, c'est une question d'acceptation aussi. Bah, oui. C'est que vous avez accepté cette condition. Puis pourquoi changer le mot? Puisque la définition est la même. Et donc, Roman, vous vous rappelez, il y a cette formule-là, et vous vous rappelez de choses à l'adolescence? Je me souviens d'une fois au collège, j'étais en 4e, je crois. J'avais surpris dans la cour de récré un camarade qui imitait mon père, qui se moquait de lui, quoi. Et c'était la première et la dernière fois, d'ailleurs, que je me suis battue avec un garçon. Il devait faire 1m90. Et du coup, pour pouvoir lui sauter à la gorge, j'ai fait le tour par derrière et je suis montée par les marches pour pouvoir être à sa taille et je lui ai sauté au cou et je me suis battue. C'était hors de question qu'on se foute de la gueule de mon père. Et vous, Adeline, vous avez connu ce genre de situation? Ouais, moi, c'était plutôt... on me disait plus, tes parents, ce sont des singes. Ou alors, ils sont débiles parce qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne parlent pas. Mais moi, je vivais très mal. Ou c'était... Attendez, les gens parlent... Parce que moi, ça m'étonne toujours quand j'entends ce genre de phrase. Mais vous l'avez entendu? Moi, je l'ai entendu. Je l'ai même vu, mimer des singes. Une fois, je parlais avec mes parents et derrière, les gens me faisaient... À ce moment-là, vous ressentez quoi? Je vais les tuer. Nous, quand on était à Saint-Denis avec sa maman, Roman était toute petite. La gardienne ne s'était pas adressée à nous. Mais nous, on a entendu « les handicapés ne devraient pas avoir d'enfants ». Oui. Bon, c'est ce que vous avez entendu. Ah ouais. Alors, si je peux me permettre, je vais raconter une anecdote qui, moi, me choque encore aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, mes parents, ils ont voulu se marier. Et le maire du village là où ils étaient, il a refusé de marier mes parents parce qu'il partait du principe qu'une personne sourde ne peut pas se marier. C'est un handicapé, donc next.
Et du coup, en fait, ma grand-mère, à l'époque, a fait pression auprès du maire. Le maire a appelé Chartres. Et en fait, il s'est fait un peu respecter en disant « Non, mais si, vous pouvez marier des personnes sourdes. » Et du coup, en fait, au niveau du mariage, apparemment, ça a été expédition. Ça a duré 2 minutes. Voulez-vous vous marier? Nanana, et hop, basta. Pour vous, c'est quoi? Je vais me retourner vers Céline après, mais pour vous, c'est quoi? C'est de l'ignorance, en général? Parce que quand on est enfant, on est blessé par le rejet, mais quand on est adulte, on se dit, bon, c'est peut-être pas la majorité d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on retient, mais c'est peut-être pas la majorité des gens. Et c'est quoi qui est derrière ça? J'ai l'impression qu'en France, il faut rentrer dans un moule. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous pareils. Moi, j'ai du mal, le regard fort. Il y a des choses maintenant où je passe au-dessus. On se forge. On se forge et moi, j'ai développé mon caractère. Voilà. Hein. Mais c'est paradoxal parce qu'on est hyper sensible. C'est ça. Et en même temps, très animal. C'est-à-dire qu'on développe cet instinct de protection et en face du rejet, finalement. Ouais. Mais moi, avec un petit peu de recul, là, depuis le début de l'émission, je suis en train de me demander si, en fin de compte, toutes les deux, vous ne devriez pas être sourdes. C'est-à-dire à force d'entendre ces bêtises. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut se moquer un petit peu de tout ce qu'on peut entendre, parce que ça voudrait dire qu'on va passer notre vie à se battre. Oh, mais il y a des choses, des fois, où... Ah, je suis d'accord. Il y a des choses où on passe au-dessus, mais... Le chien guide, je devrais me battre à chaque fois pour rentrer dans un restaurant, pour prendre un taxi. Mais au bout d'un moment, il faut... Bon, voilà, Vous dites, Christian, bon, le rejet, moi, j'étais habitué, et j'ai pris mon parti, c'est-à-dire c'est le parti de quoi? Le parti d'en rire, on a l'impression. Oui. Il y a que, honnêtement, je pense qu'il n'y a que à l'adolescence où forcément, là, on n'accepte pas. Parce que bon, moi, je me suis battu aussi, je supportais pas ces réflexions de je sais pas quoi, aveugle, sale bigleux, je ne sais quoi, toutes les phrases. Sale bigleux, vous l'avez entendu? Ah oui, oui. Ça existe quelqu'un sur Terre qui dit? Ah oui, oui. Moi, ça m'épate. Ah, les gamins, entre eux, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est que bon, au départ, oui, on va aller à la castagne, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça sert à rien. Parler aux abrutis, franchement, on perd notre temps. Bon, alors, Céline, vous n'êtes pas responsable de tout ce qu'ils entendent. Mais enfin, il y a des êtres humains sur cette terre, c'est quand même votre matière. Ouais. Et c'est quoi? C'est quoi? C'est l'ignorance? Non, je pense que c'est parce que la différence fait peur et que du coup, quand il y a de la différence, la personne se sent attaquée et la meilleure défense, c'est l'attaque. Et puis alors les enfants... Depuis la nuit des temps? Bah oui, je pense que c'est quelque chose... Dans les cours d'école, les enfants sont terribles entre eux et à l'adolescence, c'est... Mais on a le sentiment que c'est pas pareil partout. C'est-à-dire que finalement, les mentalités peuvent évoluer. Je pense au Canada, je pense à d'autres pays où d'un coup, le handicap a une place différente dans la société. Oui. Donc là, il y a une responsabilité commune. C'est ça, oui. Oui, Oui, je pense que c'est un engrenage. Il ne faut pas oublier quelque chose. C'est-à-dire que... il y a eu une période dans notre société où tout se faisait dans les milieux fermés. Vous aviez des internats pour personnes aveugles, vous aviez des internats pour tel et tel type d'handicap. Donc, on ne les voyait pas. Il n'y avait pas beaucoup d'handicapés qui se baladaient dans les rues. Aujourd'hui, on veut sortir, on veut notre autonomie, on veut vivre comme tout le monde. Vivre comme tout le monde, ça veut dire se prendre des claques. Hein. Comme tout le monde. Exactement. C'est ça que vous voulez dire. Et il faut tendre l'autre joue, des fois. C'est là où vous faites. C'est là où votre philosophie m'intéresse. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, c'est pas possible. Enfin, moi, Oui, mais les Noirs dans les bus aux États-Unis, par exemple, ils ont mis combien de temps? Voilà, c'est exactement le même principe, tu vois. Bon, effectivement, on parlera des solutions en tout cas, qui existent, mais on parlait des mentalités et des remarques. Et vous avez dit tout à l'heure, à l'adolescence, moi j'ai fait un rejet. En fait, ça se concrétisait comment, ce rejet? Un exemple, en fait, c'était au collège. Il y avait un conseil de classe, parents, profs. Et du coup, ma mère, elle me dit, viens. Ouais, ok. J'y vais et en fait, j'avais tellement honte de moi-même, de pas, ce que tu disais tout à l'heure, pas le handicap de mes parents, mais honte de moi-même et du regard des autres, que en fait, j'avais mes camarades de classe, les parents et les profs. C'était la première fois qu'ils voyaient ma mère avec moi. Je me suis mise à traduire sous la table. Je mettais mes mains et j'étais en train de traduire sous la table. Et ma mère, elle a senti que... arrête de traduire, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, encore une fois, c'est une sorte de saturation, on va dire, de ce rôle. Finalement, on compte sur vous, parce qu'on compte sur vous. Ouais. Et puis, quand vous allez devoir choisir une orientation professionnelle, vous êtes formel et radical. Pas question que c'est un rapport avec la langue des signes. C'est ça. Je suis bêtement mon grand frère qui a fait de la comptabilité. Je savais plus ce que j'allais faire. Allez, hop, de la compta, c'est la facilité, BEP, bac. Et à 19 ans, vous prenez votre indépendance. Là aussi, c'est important pour vous. Ah ouais. En fait, je pars 2 mois à La Réunion. À l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion. Ouais. Dans quel état d'esprit, justement? Liberté. Donc, besoin de s'affranchir. Ouais, tout à fait. Et le jour où je suis rentrée, j'ai dit à ma mère, maman, je pars vivre à Paris. Ah, bon, ok.
Voilà. Mais en fait, j'avais pas. Vous étiez quelle région à ce moment-là, du coup? À Orléans. Mhm. Et du coup, je suis partie vivre sur Paris. Et en fait, quelques mois après, je suis rentrée à Orléans. Et là, je rencontre une personne sourde. Ça faisait des années, en fait, que je n'avais pas côtoyé des personnes sourdes, à part mes parents. Il faut savoir que ma mère, en fait, à l'époque, était intervenante en langue des signes. Et mercredi, samedi, j'étais à son travail. Donc le mercredi, c'était avec des enfants sourds. Donc moi, j'étais vraiment dans le milieu à 100%. Et le samedi matin, c'était des cours de langue des signes pour les parents entendants ayant des enfants sourds. Et donc, du coup, je croise un ancien élève à ma mère. Je suis trop bien, et on parle en langue des signes, on échange et tout. Donc, super ravie. Je me suis dit, oh là là, ma langue des signes, elle est approximative. Là, je ne sens plus le truc. Bon, bref. Et un jour, on était à une réunion. Et là, il n'y a pas de traducteur, il n'y a pas d'interprète. Je dis, non. Je dis, ça ne te dit pas d'avoir les informations de l'entreprise? Enfin, je sais pas, pour évoluer, c'est important. Bon, j'ai jamais fait attention. J'ai dit, tu veux que je traduise? Je te préviens, hein, moi, c'est code familial, quoi. C'est pas... Ouais, vas-y. Et puis, en fait, voilà. Il me dit, c'était trop bien et tout. Ah ouais, bon, d'accord. Enfin, moi, je suis pas sûre de moi. Et là, ça vous rattrape, en fait. Ouais, inconsciemment. Et en fait, j'ai renoué contact avec mes amis d'enfance sourds et je les revois dans des cafés-signes. Et tout se redéveloppe et j'ai été encouragée par eux. C'est eux qui me poussaient. Ils ont dit quoi? Ils m'ont dit, mais Adeline, on manque cruellement de traduction, des personnes pour traduire. Fais-le, quoi. Vas-y, on te soutient. Et parallèlement, j'avais aussi des amis entendants qui me disaient la même chose. Mais tu te rends pas compte? Tu maîtrises la langue des signes. Vas-y, fonce. J'avais tellement pas confiance en moi que je tremblais, quoi. Et en fait, j'ai fait des formations pour me mettre à niveau au niveau de la langue des signes. Et voilà, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Ouais. Mais vous avez la sensation de quoi? Que c'est naturel? Ouais. Que vous êtes revenu une place, en fait? Ouais. Vous êtes utile? Ouais. Je me sens très utile et je me sens bien. Je ne peux pas vivre sans le monde entendant, sans le monde sourd. S'il m'en manque un, je suis pas bien. Mais je suis encore plus à l'aise quand même dans la communauté sourde. C'est ma deuxième famille. Bon, et on verra ce que vous faites, vous, pour que ces deux mondes se connaissent mieux, en fait, parce que c'est un peu l'objet de votre présence ici aussi. Ouais. Romane, avant de voir vers quoi vous dirigez aujourd'hui, on verra si c'est un hasard, cette période de l'adolescence, là aussi, vous allez connaître une période où vous avez la sensation de devoir vous affranchir de ce rôle. Vous avez, là aussi, est-ce qu'on peut parler de rejet, par exemple? Rejet, oui. D'autant qu'en plus, la situation, du coup, le handicap de maman se dégradait de plus en plus. Et donc, moi, j'ai toujours été habituée à gérer le handicap de papa qui ne voit pas. Par contre, maman, c'est toujours difficile de se rendre compte de jusqu'où elle voit. Donc, c'est difficile de la guider. Et c'est bizarre, parce qu'une personne aveugle, par contre, j'ai pas du tout de souci. Quelqu'un qui ne voit pas du tout, je peux facilement la guider. C'est le fait de ne pas savoir ce qu'elle perçoit. Et du coup, papa, il est fou, donc il va me tenir l'épaule. Dit-elle avec un air décontracté. Non, mais moi, j'avance, il galope avec moi. Il rock'n'roll, vous voulez dire. Voilà, il a peur de rien. Alors que maman, elle y va en tâtonnant, on prend plus le temps. Attention, elle a peur de tomber tout le temps. Donc, c'est usant, on se concentre à chaque fois. Alors que papa, c'est allez, c'est lui qui me pousse. Allez, vas-y, dépêche-toi, on y va. Donc, on rappelle que Christian fait du ski. Ouais, du ski, pas longtemps. C'est tout chousse. En tout cas, vous y êtes allé, quoi. Oui, tout chousse. Avant, tous les ans, on allait faire du ski en famille. Et du coup, à chaque fois, il me disait j'aimerais bien apprendre à faire du ski avec vous et tout. Et du coup, je lui disais écoute, papa, pour apprendre à te guider, il faut qu'on trouve une solution. Donc, ce qu'on a fait, c'est que souvent, on louait des petits appartements, on partait en club, tout compris. Et donc, on avait pris le manche à balai qu'il y avait dans les appartements. Et donc, moi, je tenais le manche à balai d'un bout et l'autre, tu tenais le manche à balai de l'autre côté. Oui. Et donc, on partait sur la piste comme ça avec le manche à balai, sauf que moi, toute menue que j'étais... Ça ne durait pas longtemps. Ça ne durait pas longtemps, puisqu'avec son gros poids, il passait devant. Gros poids. Et donc, mais tu as quand même réussi à avoir ton flocon. Ah, j'ai mon flocon, ouais. Il a réussi à passer son étoile. C'est génial. Vous dites avec un super sourire, c'est une forme de fierté. Oui, bien sûr. Parce que c'est quoi? On n'arrête pas de dire, vous dites il est foufou, tout ça, mais en fait, ce que vous voulez dire, c'est justement que dans un monde comme ça, qui a peur de tout, Christian, lui, il fait la démonstration. Mais il réussit tout. Tout ce qu'il touche, il réussit. Il y a quelque chose de très particulier dans vos histoires, et moi j'aime beaucoup voir échanger, c'est qu'au moment où vous vivez cette enfance particulière, vous n'êtes pas consciente l'une et l'autre que d'autres vivent la même chose. Complètement. Oui, c'est la sensation que vous avez. Oui. Mais moi, en tant que papa, par exemple, j'essaye de me mettre un peu dans la peau du papa de Adeline.
et je me dis que je ne sais pas si j'aurais pu réagir comme ça, parce que cette absence de communication, même vis-à-vis du monde extérieur, fait que quelque part, automatiquement, tu as été énormément sollicité. Que nous, on les a sollicités, mais quelque part, je dirais, pour peu de choses, quoi. Mais là, j'ai l'impression que le fait d'avoir ces parents qui ne l'entendent pas, et bien, quelque part, tout est compliqué, parce que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'aide socialement pour avoir des interprètes, pour avoir C'est compliqué, hein. Ouais. Mais ce qui veut dire que, quelque part, c'est toi qui es l'oreille, la voix, toute cette transcription, quoi, alors que, bon, je pense pas qu'on les ait quand même autant sollicités, quoi. Et je pense que c'est même bizarre que tu sois pas parti plus tôt, quoi. Il vous comprend tellement. Oui, c'est ça. Ah, moi, je me serais barré, hein, ça. C'est vrai. Enfin, on ne peut pas faire de comparatif, effectivement, sur à la fois les deux situations de handicap et sur la Faut le demande. vivre, hein. Oui, Ouais. bien sûr. Mais je trouve ça chouette d'entendre dans votre bouche, effectivement, parce que, au fond, on vous comprend. C'est ça aussi que ça dit. Tu ne me vois pas, mais j'ai les larmes aux yeux. Le fait d'entendre ça, Ouais. qu'est-ce qui vous bouleverse dans ce que vient de décrire Christian, en fait? Le fait qu'ils vous comprennent. Non. En fait, ce qui est dur, c'est la différence entre, on va dire, Je me reprends. Ce qui est dur, c'est que dans une famille d'entendants, on voit... Ah non, elle a déjà les larmes aux yeux, ça va pas m'aider. Ah, lâchez tout, allez. Alors, je vais pas te regarder. En fait, c'est de voir... par exemple, les camarades de classe discuter avec leurs parents et leurs parents dire « je t'aime ». C'est un truc tout bête. Et je me rappelle que, intérieurement, parce que ma mère, elle parle, je reprochais à mon père enfin, je peux pas lui en vouloir. Ne pas être en mesure. De dire « je t'aime, ma fille ». Je sais qu'il m'aime, mais de l'entendre. Moi, il me le disait, mais visuellement. Avec des Mais de gestes, l'entendre, avec des signes. voilà. De l'entendre. Vous aviez envie de l'entendre. Ouais, j'en avais besoin. C'est ce manque de communication, entre guillemets, d'entendre des parents, c'est dur. Mais aujourd'hui, ça va. Mais en fait, quand tu parlais, Christian, ça m'a fait tout de suite penser à ça et ça m'a... J'ai repensé à cette situation où je l'ai très mal vécue, surtout à l'adolescence. Oui, je pense que c'est vraiment une période Ah, très dur. critique, charnière, et je pense que même là, c'est là où il devrait y avoir une certaine vigilance, parce que je pourrais comprendre la fugue d'un enfant, quoi. Bah, j'ai tenté. Bah, moi, je me suis barrée plusieurs fois la nuit. Oui, non, J'ai mais tenté ça aussi, me paraît logique et évident, quelque part. Alors pourquoi J'ai accueilli des clochards à la maison. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut lâcher tout ça, il faut être égoïste. Pour être capable d'aider les autres, il faut penser à soi, je crois. Sinon, c'est un danger. Hein. Et Roman, vous disiez, oui, parce que vous avez rebondi tout de suite sur la proposition de Christian de faire des fugues, vous avez dit oui, on a essayé. Ah, mais moi, pendant mon adolescence, C'était une obsession. c'était une catastrophe. Mais dès mes 13 ans, déjà, je faisais le mur. Ah oui, non. J'ai un souvenir d'être rentrée à 4 h du matin, mon père qui m'attendait derrière la porte. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, il dit qu'il comprend. Ah oui. Non, mais... Mais ouais, j'ai fugué. Je suis beaucoup partie la nuit pour me mettre en danger, je sais pas, mais je partais penser à moi et... Ouais. Est-ce que c'était de la provocation ? Est-ce que c'était pour aussi envoyer des signaux d'alerte à mes parents pour dire que moi aussi j'existe et moi aussi, oui, je fais des conneries, oui, je suis là. Ouais, je suis Peut-être un besoin de tester les limites et d'individuation. Mm. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est quand même une période charnière entre je quitte le monde de l'enfance, je vais aller vers le monde de l'adulte et je veux penser à moi en tant que je. Et déjà, une façon, la crise d'adolescence, c'est ça, c'est une façon de mettre ses parents à distance et de se mettre soi en avant. Donc en plus, là où vous sortiez d'un monde de l'enfance où vous étiez en plus, encore plus peut-être que les autres enfants sollicités, dans ce cas-là, encore plus le besoin d'individuation et de penser à soi et d'être normal, voilà, de vivre sa vie. Par contre, il ne faudrait peut-être pas non plus trop se servir de l'handicap en disant aux ados qui ont des parents, on va dire, entre guillemets, normaux, non, je ne peux pas fuguer parce qu'ils sont bien, quoi.
Non, il fugue quand même, rassurez-vous. Bah, justement. Et donc, Romane, aujourd'hui, finalement, vous dirigez vers quoi? C'est quoi votre... Donc moi, j'ai toujours voulu, enfin ça a été une vocation depuis très jeune, d'être assistante sociale. Donc je passe mon diplôme dans 2-3 mois. C'est très bientôt là. Je suis en train imminent. C'est imminent. Mmh. En train de finir mes études. Et j'ai ce besoin d'aider les autres. De toute façon, j'existe à travers les autres. Et j'ai besoin de rendre ce que moi j'ai eu, la force de mes parents. Je suis admirative. Ils sont d'une force, mais... Enfin, j'ai besoin de donner cette force à ceux qui n'en ont pas. On a tous des ressources, des qualités. Et des fois, on n'en a pas conscience. Et moi, je suis là pour les aider à les révéler, les réveiller. Et je veux être à leur côté, les accompagner. Et puis voilà. Enfin, en tout cas, le social, c'était une vocation. Une évidence. Une évidence, ouais. Christian, quand vous entendez ça? Bah, nous, on appellera au téléphone pour avoir des conseils, mais on changera de nom. On changera de nom. Je prendrai mon nom de jeune fille. Quand j'ai annoncé aux parents que je voulais être assistante sociale à l'époque, au début, c'est pas qu'ils l'ont mal pris, mais en fait... C'est-à-dire? Ils ont baissé les bras en se disant mais pourquoi? Pense à toi. Christian, vous vous rappelez ça? Moi, le seul souci, c'est qu'à la limite, quand on part dans un domaine professionnel, si vraiment on y va parce qu'on a envie, c'est très bien. Maintenant, si on y va parce que c'est son vécu qui transpire, bon, faut se méfier quelque part à ne pas aller dans une voie qui pourrait être décevante, c'est tout. Si maintenant tu y vas parce que tu as vraiment envie d'y aller, tant mieux. Mais vous vous rappelez lui avoir dit pense à toi? Ah oui, moi souvent. Tous les jours. Moi je leur dis, mais même plus je comprends même pas que ils veulent rester par exemple dans un rayon en Île-de-France. Moi je lui ai dit pendant un moment, quand elle faisait beaucoup de bêtises, mais part dans une association humanitaire, va aider, je sais pas, des enfants en Afrique ou je ne sais où. Voilà. Il faut, au bout d'un moment, il faut vraiment couper le cordon et puis... Et je le répète, vraiment, pour moi, le fait d'être un peu égoïste, c'est pas quelque chose de mauvais. Ouais, mais on sait pas faire. Ben, apprenez, faites des stages. Je suis pas égoïste, moi. Ah oui, la dernière chose à quoi je vais penser, c'est à moi. Je vais penser aux autres, au bien-être des autres. Je vais m'occuper de mes amis, ma famille et l'entourage. Et en dernier lieu, c'est moi. Non, mais il faut faire violence. Hein. Par contre, je sais que j'ai mes limites et je ne peux pas du tout accompagner les personnes handicapées. Je sais que c'est un public, par contre, que... Ça fait écho à votre histoire. Ouais, je sais que, du coup, les personnes qui viendront dans le bureau ou ailleurs, où je les recevrai, viennent chercher des épaules solides. Du coup, je pleurerai avec eux et je pourrais plus être dans ce travail de l'accompagnement. Et je pourrais plus faire mon travail, je serais plus neutre, je serais plus objective. C'est discriminatoire, ça. Hein. J'adore. Mais du coup, je suis au clair avec mon histoire et avec mes propres limites. Donc là-dessus, je sais que c'est un public avec lequel j'aurai de grosses difficultés. Contrairement à Aline, qui, elle, par contre, reste enfermée dans ce milieu. Alors que moi, je m'écarte de ce milieu. Bien au contraire. Bien au contraire, pourquoi? Parce que ça vous est familier et vous connaissez leurs besoins. Complètement. Je connais leurs besoins et je comprends tout de suite ce qu'ils veulent dire. Il n'y a pas... Ok, j'ai compris, quoi. Enfin, et moi, au contraire, j'ai le besoin de travailler avec des personnes sourdes. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé entre guillemets, à faire de la traduction dans le cadre professionnel. Mais avant ça, je ne savais pas qui j'étais vraiment. Est-ce que je suis entendante de par la société ou est-ce que je suis sourde de par ma famille? Qui suis-je réellement? Et ça fait... Et il y a eu une rencontre particulière. Oui, voilà. C'est le fait de rencontrer quelqu'un comme vous. Voilà. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans l'enfance, on a la sensation qu'on est unis, qu'on est les seuls à vivre cette sensation. Et vous vous rappelez que le fait de rencontrer quelqu'un qui a vécu la même chose, ça a changé votre regard. C'est ma thérapie, ça. C'est-à-dire en fait, c'était dans le cadre du travail. On était en pause. On était partis fumer une cigarette. Et Sonia Cefal s'appelle. Donc, c'est une CODA de 15 ans de plus que moi. CODA, qu'est-ce que ça veut dire? Child of a Deaf, adulte, enfant entendant de parents sourds, pour résumer. Et elle me demande, je me rappellerai toujours, c'était la scène, elle me regarde comme ça, elle me dit bah alors, comment t'as appris à signer? Et je dis, bah mes parents ils sont sourds, c'est ma langue maternelle. Elle fait, ah bah t'es une CODA, quoi.
Coda. Ça veut dire Vous quoi? connaissiez pas le mot non plus? Pas du tout. D'accord. C'était 5, 6, 7 ans, il y a peut-être 7 ans, je ne savais pas. Hein. Et elle me raconte, moi aussi, j'ai des parents sourds. Voilà, elle m'explique cette situation. Et là, je suis tombée des nues. Je dis, mais c'est moi en plus vieille. Et on a gardé contact et c'est vraiment devenu ma thérapie. C'est-à-dire que quand les premières fois qu'on se voyait, on discutait de notre passé. Ah, mais toi aussi, t'as vécu ça. Ah, mais toi aussi. Et on en rigole, et puis on en souffre, on en pleure, et puis on éclate de rire. C'est une bouffée d'air frais. Et là, je sais qui je suis. Je suis une coda. C'est ma propre identité. Et le fait de rencontrer quelqu'un qui l'a vécu, Ouais. ça vous a dit, ça procure plein d'émotions différentes, mais Ouais. ça change quoi finalement? Tout. Le regard, l'acceptation de soi, l'acceptation, même si j'accepte le handicap de mes parents depuis très longtemps, mais ça réveille des choses et je comprends mieux pourquoi j'agis de telle ou telle façon. Pourquoi, par exemple, quand monsieur est dans la cuisine, c'est tout bête, hein, la cuisine, c'est mon espace. Tu touches pas. Et bon, il veut me Votre faire relation plaisir. amoureuse, vous voulez dire. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, par instinct, en fait, je vais le pousser pour que je puisse tirer le tiroir. Et je vais le pousser, il va me regarder, mais tu peux pas me dire les choses? Ah bah oui, excuse-moi, pousse-toi, s'il te plaît, il faut que j'ouvre le tiroir. Pour qu'on comprenne, c'est parce qu'effectivement, à la maison, vous n'avez pas demandé à vos parents qui n'entendent pas de se pousser. Donc, vous, en fait, Ouais, je pousse, et puis il se pousse, quoi. Enfin, c'est donc ça un crée des code de- quiproquos Ouais. vous êtes entre deux mondes. Ouais, c'est ça. Mais je l'accepte plus maintenant et je me comprends mieux et je fais plus attention. Là, quand je l'ai poussé, à ce moment-là, il m'a fait la réflexion. Ah bah oui, excuse-moi. Donc là, j'ai eu mon côté sourd, mais je vais te faire mon côté entendant. Et côté entendant, pour vous, c'est plus diplomate. Ouais, Vous apprenez la diplomatie. c'est dur. Mhm. Je me contrôle. Hein. Vous comprenez cette sensation de moins se sentir seul? C'est important pour un être humain de découvrir qu'il y a une humanité partagée, que finalement, tout ce qu'on a traversé, Ah bah oui. d'autres l'ont traversé. Qu'est-ce que ça change dans le cerveau d'un... Ah bah, je pense que quand elle dit qu'elle a fait sa thérapie, c'est une façon aussi de réparer toute la honte qu'elle a pu ressentir aussi avant, de se dire que finalement, ce qu'elle supportait pas chez elle, de voir que quelqu'un d'autre a pu le vivre aussi, ça vient réparer aussi certaines choses et accepter tout simplement celle qu'on est. Et d'ailleurs, après, voilà, la route a été tracée, mais ouais, je pense que c'est une façon de faire de sublimer les choses, ouais. Et puis, quand Christian dit « il faut s'occuper de soi », c'est important de penser à soi. Aussi, oui. Est-ce que ça résonne justement dans le vocabulaire d'une psychologue? Parce qu'en fond, c'est ça qu'on découvre aujourd'hui. Non, mais c'est qu'on est en train de découvrir que pour pouvoir s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi. Ah oui, c'est clair, il faut d'abord être à l'aise avec soi-même pour pouvoir après s'occuper des autres. Qu'est-ce que je m'adore, moi. Oui, je pense que c'est sûr qu'il faut déjà être bien avec soi et déjà se retrouver en tant qu'individu pour pouvoir après avoir cette empathie, cette compassion et en même temps cette mise à distance sans trop se projeter dans l'autre et en gardant... c'est-à-dire que forcément, l'empathie et la compassion, c'est un outil avec lequel on va travailler, mais en arrivant à mettre la juste distance, quoi. C'est-à-dire en se disant, à partir de là, voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi de connaître ses limites, se dire, là, c'est quelque chose que moi, je peux pas gérer, parce que ça, je suis pas à l'aise avec ça. Peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que ça viendra pas. Mais du coup, voilà, c'est bien d'être au clair avec ça et de se dire, voilà, c'est comme ça que je veux faire et que je me sentirai à l'aise. Mais il faut d'abord être au clair avec soi-même pour pouvoir travailler avec les autres. Oui, ça, c'est pas moi qui dirais le contraire. Vous avez entendu? Ah, mais ça, je sais. C'est bon, maintenant vous savez. Avant de comprendre un peu quel est finalement le sens de votre venue aujourd'hui, quel est le message que vous avez envie de transmettre, Romane, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre vie très bientôt? C'est quoi? C'est que vous allez vous installer? Du coup, je vais annoncer à mon papa que je vais me marier. Ah ouais? Avec qui? Là maintenant? Vous venez d'apprendre? Vous l'apprenez, Christian? Ah oui, oui. Ah ouais? C'est mignon. Félicitations. Écoute, bravo, Voilà. c'est bien. Profite. Donc, Et puis- comme ça, tu l'apprends. Et je l'apprends aussi, Christian. Moi, je savais pas qu'on parlait de mariage. Hein. C'est pas vous. Non, je savais pas, je vous jure. Ou alors, je ne savais pas. Donc, le cordon va bientôt être coupé. Ah ouais, là, Julien, il va prendre un sécateur. Parce que... J'adore. Donc, Qu'est-ce que vous ressentez, Christian, quand vous entendez ça? Non, moi je suis content. Moi, je leur dis qu'il faut se marier. Le problème, c'est que pour moi, tu es toujours mon bébé, donc c'est Oui. un peu jeune. Mais... Même à 40 ans, tu seras son bébé. Hein. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je leur ai toujours reproché, c'est que j'estime qu'ils n'ont pas spécialement bien vécu, quoi. C'est des aimants, quoi. Mais bon. Excellent. Donc voilà, donc c'est une année pleine de changements puisque c'est le diplôme, je vais me marier. Oh là là.
Et faire des frais. après, il faut rentrer dans la vie active aussi. Et donc voilà. Et qu'est-ce qui était important pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire, de votre témoignage? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui? Ce qui est important, c'est de cultiver sa différence. Et au-delà du handicap, on est tous différents. Hein. J'ai ma différence, on l'a tous. Et il faut s'accepter comme on est. Et puis voilà, faut des fois chercher à soulever, regarder ce qu'il y a derrière l'oreiller, puis voilà, creuser et pas s'arrêter à ce qu'il y a devant soi et être curieux. Il faut être curieux dans la vie et arrêter de juger les apparences. Enfin vraiment, je vous dis, je pense que c'est pas des parents handicapés que j'ai eu, je répète, c'est des parents extraordinaires et ça a été une douloureuse richesse. C'est une jolie formule en tout cas. Et vous précisément, Adeline, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne? Parce que vous êtes dans la transmission, vous faites partie du milieu associatif. Bah, c'est vrai que faut avancer main dans la main, tous ensemble, et accepter la différence. Je suis dans le milieu associatif et je fais en sorte que, avec les membres du CA, qu'on fasse rencontrer les entendants et les sourds dans l'association des personnes sourdes. Et ce que j'ai envie de faire comprendre à certaines personnes, c'est que la langue des signes, elle n'est pas inaccessible. Au contraire, elle est d'une richesse, mais incroyable. Et j'aimerais qu'on avance main dans la main, tous ensemble. Donc, ce serait quoi votre rêve? C'est que finalement, tous les enfants puissent l'apprendre à l'école? Alors, je rêve que la langue des signes soit limite obligatoire en primaire. Moi, j'ai déjà fait dans le milieu associatif une journée d'initiation à la langue des signes avec mes camarades sourds dans un collège. Les gamins, ils étaient émerveillés, ils avaient envie d'apprendre. Dernièrement, j'ai fait une initiation dans un collège, ça m'a fait rire parce que j'ai un élève de 5e, il me dit « Mais franchement, on devrait apprendre la langue des signes à la place de l'espagnol. Qu'est-ce qu'on va en faire de l'espagnol plus tard ?» Juste une question, le gros plan, c'est lequel? C'est celui-là, c'est cette caméra là-bas, d'accord? Si vous voulez faire un petit message. Oui. Papa, maman, je vous aime. C'est important pour vous de leur dire à travers la caméra? Ils le savent, hein. Mais j'avais besoin de le dire. En langue des signes. Mais je l'ai parlé en même temps. Pour que vous puissiez comprendre. Faut qu'on en profite. Faut qu'on en profite. Voilà, vous faites beaucoup aujourd'hui, vous faites votre part pour faire connaître ce monde des sourds, cette mixité dont vous rêvez, effectivement, entre le monde des valides et les autres. Et je voudrais vous emmener dans une structure, c'est à Bordeaux, créée par une femme qui connaît bien le monde du handicap et qui a aussi décidé d'accompagner ceux qui sont dans ces situations, dans plein de niveaux, finalement, peut-être presque pour suppléer ses enfants que vous étiez et qui faisait plein de choses. Et donc, je propose de regarder cette initiative et les valeurs qu'elle défend. Il est important que les personnes en situation de handicap moteur et sensoriel bénéficient d'un accompagnement à la parentalité comme toutes les autres familles. Le Centre Papillon existe depuis le 1er mai 2014. C'est un centre qui accueille tous les futurs parents et parents porteurs de handicap moteur et sensoriel, mais aussi les autres parents qui sont valides. Tu t'es débrouillé bien en rampant. T'as vu comme il a changé? Nous, on est là en tant que professionnels, sage-femme, infirmière puéricultrice, médecin acupuncteur, auxiliaire de puériculture, pour les guider et pour renforcer leurs compétences. On lève les petites fesses. 1, 2, 3. Hop là! Tu la donnes à maman? Cette mixité, pour moi, c'est très intéressant et puis c'est très important parce que justement, ça permet de se retrouver tous ensemble et puis ça permet aussi à ma fille d'évoluer dans un milieu où elle ne fait pas de différence. Au Centre Papillon, on propose des ateliers qui sensibilisent au handicap. Donc on va proposer un atelier langue des signes. Bonjour. C'est une auxiliaire de puériculture malentendante qui propose cet atelier. Merci. S'il te plaît. Dans l'atelier langue des signes que je propose, il y a des familles entendantes, une famille dont le papa est sourd. Il n'y a pas de barrière, il y a une solidarité et surtout une notion de place. C'est hyper important au jour d'aujourd'hui, quand on est porteur de handicap, d'avoir sa place dans la vie, dans la société. Hop.
saute. J'aime venir ici parce que mon fils, il peut apprendre la langue des signes, il rencontre d'autres enfants. J'aime bien le mélange avec les personnes entendantes, le groupe. Il dit que c'est intéressant et que c'est bien. Voilà, il ne faut pas s'isoler, il faut que le groupe apprenne à vivre ensemble. Voilà. Comme ça, on apprend, on s'aide. Plus tard, je pourrai signer, ils pourront signer. Ce qui m'émeut le plus, c'est de voir les parents qui peuvent arriver démunis. On leur dit, mais posez-vous, on va réfléchir ensemble, mais c'est bon, ne vous affolez pas. On les rassure, et là, ils trouvent leur solution. Et ça, c'est extraordinaire. Comme ça, petit bras comme ça, par exemple. Hop, pour bien la soutenir ici. Et là, je passe ses jambes. Bon, Vicky, elle est plus légère que... Elle est plus lourde, pardon, que ma fille. Okay. Les mamans en fauteuil roulant, elles trouvent des difficultés dans la manipulation du portage. Ça va être très compliqué avec les accoudoirs, avec l'histoire de lancer l'écharpe dans le dos. Donc il faut réfléchir à des porte-bébés adaptés pour que ce soit le plus facile possible. Regarde, nickel. Même si j'ai mes propres astuces, c'est toujours bien de les faire valider par une puéricultrice. Ça permet de confronter nos points de vue et s'assurer qu'on va dans le bon sens et pour le parent, donc moi en tant que maman, et pour le bébé. Tu te sens à l'aise? Oui, très bien. Parfait. C'est ça. Être parent de porteur de handicap, c'est un parcours du combattant, puisqu'il faut prouver régulièrement ses capacités à être parent, et encore plus que les autres. Ma plus grande satisfaction, ce serait qu'il y ait des centres papillons dans toute la France, que ça fasse des petits partout, et que les gens puissent avoir un regard différent sur le handicap. Alors, je vous laisse réagir dans un instant. Je voudrais vous présenter mes camarades qui nous ont rejoints. Donc, voici Céline, Luc et Charlotte. Bonjour. On voit que dans cet endroit, ce qui compte, c'est la mixité, en fait. L'idée que ces deux mondes se côtoient, les valides, les non-valides. C'est quelque chose qui vous touche particulièrement, ça? Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ça serait important qu'on vive tous ensemble dans un même lieu, peu importe le handicap. Après, la chose subtile par rapport à la surdité, moi je défends toujours ma cause, c'est qu'effectivement, il faut que toute personne puisse avoir un minimum sur la langue des signes et pouvoir échanger avec ces types de personnes, entre guillemets. Vous allez nous dire dans un instant où est-ce qu'on peut apprendre la langue des signes, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui rêvent de découvrir, bon, c'est pas toujours vers où se diriger. Vous allez nous dire, mais juste un mot sur ce centre papillon, donc la particularité, c'est quoi finalement? Ben voilà, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir mélanger des familles valides et non valides. Ça fait 3 ans que ça existe, il y a déjà plus de 200 familles qui sont passées par ce centre, c'est un vrai succès. Et alors, il faut pas croire, c'est pas un centre qui est ouvert tous les jours. Parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est que des bénévoles. Il y a 16 bénévoles qui sont tous dans le secteur médical et qui ont décidé, parce qu'ils y croient, de donner de leur temps. Il y a tout un tas d'ateliers et qui ont lieu seulement 2 fois par mois. Ça peut être du yoga pour les petits, du portage de bébé avec un système d'écharpe. Et puis, que l'on soit valide ou non valide, c'est vraiment à l'attention des enfants et fait par les parents, si vous voulez. Donc à l'attention des enfants, qui sont des enfants comme Roman et Adeline, en fait. Ah oui, absolument. À l'attention des enfants qui ont des parents en situation de handicap. Voilà. Ou pas. C'est ça qui est chouette. Et ça fonctionne très bien. Et à tel point qu'au départ, chaque intervenant, il mettait un petit peu de sa poche pour pouvoir financer le système, parce que, comme je le disais, ils y croient. Aujourd'hui, ils ont réussi à pérenniser un poste de secrétaire à mi-temps. Donc, il y a une secrétaire qui est là à mi-temps. Et ils se disent que de même, peut-être même, ils gagneront de l'argent. C'est pas encore le cas, mais c'est en bonne voie, puisque ça a un vrai succès, quoi. Et ils offrent du matériel aussi. Alors ouais, ça c'est vraiment génial. Ils ont décidé, parce que c'est vrai que quand on est, moi je me rends pas compte, mais quand on est en situation de handicap, quand on est en fauteuil par exemple et qu'il faut mettre son bébé sur un siège auto. C'est un enfer avec un fauteuil roulant. Voilà. Donc, ils vous prêtent un fauteuil spécial adapté qui tournera à 360 degrés au niveau de l'assise. Par exemple, quand on est non-voyant, il existe des systèmes ou malentendants, des systèmes de babyphone pour son bébé. Et ça marche avec des vibrations ou des systèmes lumineux. Et ça vaut 300 €, un truc comme ça. Ça, ils vous le prêtent, par exemple.
Ah ouais. Voilà. Et il y a tout un tas de choses auxquelles on ne pense pas, parce que les industriels qui fabriquent des lits à barreaux, par exemple, ils s'imaginent pas, c'est une niche que d'aider des personnes qui sont en fauteuil. Alors là, c'est là que j'aime bien, parce que c'est là que les papis et mamies interviennent. Ils sont très bricoleurs, les papis et mamies. Alors, ils prennent le lit à barreaux, par exemple, on imagine, il est toujours en position haute, comme ça, parce que sinon on ne peut pas s'en occuper. Et ici, sur le côté, avec des systèmes de charnières, il y a des portillons, comme ça, on peut accéder pour mettre son enfant ou retirer son enfant du lit, quoi. Donc plein d'intervenants qui sont bénévoles et qui donc essaient de remplir des besoins qui existent. Ouais. Ça n'existait pas à votre époque, puisque c'est tout nouveau. Ouais. C'était quoi les besoins finalement ? Les besoins, finalement, papa trouvait des moyens de compensation. Enfin, il compensait le handicap. Quand on jouait au ballon, il mettait le ballon de football dans le sac plastique pour pouvoir entendre le ballon. Donc on jouait au foot, on entendait le bruit du plastique, donc on arrivait à jouer comme ça. Donc... Et puis ce qui m'embête un petit peu très souvent soit dans les structures ou tout ce qui peut être adapté à tout handicap, c'est qu'à partir du moment où vous avez quelque chose de spécialisé, ça coûte les yeux de la tête, quoi. Donc ça, c'est un truc qui m'insupporte. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai parlé de mon père qui est en fauteuil roulant. Je me suis battu pour trouver des pneus en grande surface, sur même des grands magasins de sport. Ils ont un diamètre particulier. Donc c'est vraiment une preuve de volonté que voilà, dès que c'est adapté... Ça coûte super cher. Ouais. Moi, j'ai déjà aidé mes parents à trouver un détecteur de fumée, chose qu'il faut maintenant avoir dans toutes les maisons. Et avec une détection flash, 200 €. Juste ça. Donc cette association va peut-être se répandre un peu partout en France. Ouais. Alors ça s'appelle le Centre Papillon. Alors c'est vrai qu'au départ, pour pouvoir se mettre en place, ça a été très compliqué. Je disais qu'ils n'arrivaient pas à se payer, tout ça. Donc ils ont... Je voudrais le dire, ils ont quand même vachement été aidés par la mairie de Bordeaux, qui les a beaucoup aidés, la CAF, et l'association Handiparentalité, qui fait un boulot formidable, qui est basée à côté de Bordeaux, à Cadillac, mais qui fait sur le plan national un travail formidable, et c'est vachement bien ce qu'ils font. Merci beaucoup. Céline, tu voulais nous parler d'une sage-femme, mais pas comme les autres. Oui, c'est ça, je vais vous parler de Béatrice, c'est une sacrée bonne femme, elle a 51 ans, elle est en fauteuil roulant, elle a forcément eu un parcours compliqué, chaotique, elle est née quasiment aveugle, elle a réussi, on a pu l'opérer à l'adolescence, elle a retrouvé la vue, c'est ce qui lui a permis de passer son bac et après de faire ses études de sage-femme. Et on lui a diagnostiqué à l'adolescence également une maladie de Marfan. Donc c'est cette maladie qui a généré un infarctus un petit peu plus tard et qui a fait qu'elle s'est retrouvée handicapée moteur. Ça l'a pas freinée, on lui a dit qu'elle n'aurait jamais de travail dans les hôpitaux de Paris. Elle a réussi à avoir d'abord des vacations, un petit contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, et ça y est, elle est sage-femme et elle slalome dans les couloirs de l'Institut Montsouris. Donc déjà, c'est l'idée d'une volonté. On lui disait non, tu ne pourras pas, et il y a un côté stimulant. Christian, vous confirmez que quand on vous dit non, c'est pas possible, ça vous stimule ? Moi, déjà, je ne le crois pas. C'est un bon postulat, en effet. Ah non, ça, je ne peux pas. D'abord, même si j'ai tort, je veux le vérifier par moi-même. J'ai créé 2 entreprises dans ma vie. À chaque fois, on m'a dit non, vas-y pas, ne le fais pas. Effectivement, mais la première, je me suis bien planté, et puis là, ça continue. Donc voilà, mais il faut pas spécialement écouter les autres. Il ne faut pas écouter les Cassandres, ceux qui disent c'est pas possible. Oui, justement, il y a un vrai aspect de revanche. Et d'ailleurs, on lui avait dit qu'elle serait jamais maman. Parce qu'il y a un... Rebelote, voilà. Il y a un vrai souci sur la parentalité quand on est en situation de handicap. L'handiparentalité, c'est encore un sujet tabou. D'ailleurs, les médecins ne savent pas trop comment le gérer. On lui avait dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant, qu'elle risquait de lui transmettre le syndrome de Marfan. Et elle s'est battue. En 93, elle a accouché. Parce que, je ne sais pas si c'est le hasard des choses de l'émission, mais ma maman et moi, on est atteints du syndrome de Marfan. D'accord. Et ma mère, donc, elle a accouché de 3 enfants par césarienne, puisqu'elle aussi atteinte, pas sa cécité, puisqu'elle est très malvoyante, c'est dû au syndrome de Marfan. Oui. Moi, je n'ai pas l'atteinte visuelle, mais j'ai l'atteinte cardiaque. Oui. Donc le risque, c'est la dissection aortique, donc on a un traitement à vie. C'est ce qui s'est passé pour Béatrice. C'est le hasard des choses. Et c'est en effet son cardiologue qui a décidé d'une césarienne, mais elle aurait souhaité un accompagnement, en tout cas une bienveillance et des conseils, être guidée. Et elle s'est retrouvée face à des médecins qui étaient aussi démunis qu'elle, et elle s'est dit plus jamais ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a créé la première consultation handicap et parentalité où elle reçoit, en tant que sage-femme, des femmes qui désirent avoir un enfant. Elle accueille les gens avec
leur identité, leur bienveillance en tant que personne. Alors, elle s'est formée, bien sûr. Elle a, pendant 3 ans, appris la langue des signes. Elle a suivi une formation pour tout ce qui est neurologique. Elle est avec une psychomotricienne. Et puis, ça a un coût. L'Institut Montsouris, elle est très, très soutenue par l'administration parce qu'actuellement, dans ses consultations, il y a un gynécologue qui l'accompagne. Donc, la personne qui vient, le patient qui est accueilli, a accès à une sage-femme dans la même consultation et un gynécologue. Donc c'est vraiment du sur-mesure en fonction de chaque personne et de ce qu'il souhaite avoir. Et précisément, elle va aider des femmes qui sont dans quelle situation de handicap? Tous les handicaps, donc sensoriels ou moteurs. Ils ont adapté une chambre à l'hôpital. D'ailleurs, la première patiente avait un handicap moteur et ils ont aménagé la chambre en direct avec elle, avec la chambre un petit peu plus large, l'accès au fauteuil, le lit adapté, la table allongée. Exactement. Pour pouvoir être dessous. Parce Tout que a été toujours prévu. l'enfer, ça. Hein, ouais, et il continue à travailler pour que l'Institut Montsouris soit de plus en plus adapté et puisse accueillir. Les médecins ne sont pas formés aussi. Il y a peu de formation pour le personnel médical et paramédical. Donc elle essaye de faire ce petit pont entre le personnel médical et les médecins et les patients en expliquant le mieux possible comment on peut juste être bienveillant et accepter la différence. En fait, le problème qui se passe, c'est pas dans toutes les villes de France, mais les hôpitaux, c'est une catastrophe. Sur Orléans, on a construit un hôpital, ça manque d'accessibilité, mais totale, quoi. Ce qui est presque un contresens. Mais c'est complètement. Juste pour resituer, après, c'est toujours sur ma cause, sur la surdité, il n'y a pas d'accès à la LSF, il n'y a pas de pôle LSF. À la langue des signes. Oui, pardon, à la langue des signes française. Les gens, ils sont obligés de faire appel à un interprète pour aller consulter un rendez-vous. Vous voulez dire que quand quelqu'un parle la langue des signes et qu'il doit faire un rendez-vous médical, par exemple, il faut qu'il vienne avec un traducteur. Oui. Mais qui paye. Ou alors où il est Oui, bien sûr. Il est hospitalisé. Enfin, moi, j'ai eu un cas concret dans le cadre en tant que bénévole, il y a quelques semaines. Enfin, moi, je suis tombée des nues. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de taper des murs. La personne sourde, ça faisait 2 semaines qu'elle était hospitalisée. Et il n'y a personne qui a eu le déclic d'aller appeler une association ni quoi que ce soit. Donc, personne n'appelle une association pour traduire. Et cette personne est là depuis 2 semaines. 2 semaines. Et quand je suis arrivée dans la chambre avec la présidente de la Maison des Sourds du Loir-Riche, une personne sourde, on est arrivés, on était choqués. Je trouve ça aberrant. Bah oui. C'est aberrant. Personne ne sait ce que... Et justement, cette sage-femme-là, elle a appris la langue des signes. Elle a appris la langue des signes et elle a mis en place plein de systèmes. Par exemple, on peut le voir quand on a une échographie, on attend un bébé, on veut rencontrer son enfant. L'échographie, c'est ce qui nous permet de le voir. Quand on ne voit pas, quand on est malvoyant, elle a mis en place un calque thermoformé. Donc, elle va dessiner les contours du bébé sur ce calque. Excellent. Et on va pouvoir passer la maman va pouvoir passer la main sur les contours du bébé et le découvrir comme le ferait une maman qui est voyante. Christian, vous avez déjà entendu parler de ça, le calque? Non. Vous trouvez ça comment? Elle a une bonne idée. Oui, mais je sais pas, sur ce sujet-là, il y a des choses qui me... Dites-nous. Oui, dites-nous. Quelque part, si on veut une intégration, cette intégration, pourquoi elle devrait se passer dans un centre comme ci, dans un centre comme ça? À la limite, il devrait même pas y avoir de débat. Vous voulez dire qu'il n'y aurait pas de débat? Parce que vous savez qu'on tombe des nues à chaque fois, finalement. Hein. Oui. Ça vous dites je tombe des nues, et en fait, comme je ne suis pas concerné par le sujet, je croyais que c'était déjà fait. En fait, je pensais que ça existait. Et donc, vous vous dites quoi? Ce qui vous embarrasse, c'est quoi? C'est de dire qu'on en est là encore à devoir en parler, revendiquer, etc., alors que ça devrait exister, qu'on n'en parle plus. Je veux dire qu'il ne faut pas attendre tout des institutions, c'est pas parce qu'on a une différence... c'est le paradoxe, quelque part. On ne peut pas demander à la société de faire en sorte que l'on soit considéré comme des gens normaux, et de l'autre côté, créer un centre. Alors, l'initiative est belle, je ne critique pas cette initiative, mais je me demande pourquoi, à la limite, ce centre devrait exister, alors que, quelque part, la médecine, elle peut se faire en milieu hospitalier, avec déjà certaines adaptations, parce que quand vous prenez un lit pour l'emmener au bloc, les portes, elles sont conçues pour un fauteuil. Il y a énormément d'ascenseurs. Les lits se montent, se descendent. Oui. Donc, si vous voyez, c'est pour ça que je ne voulais pas réagir, parce que je ne comprends pas trop... Nous, on est preneurs. Vous comprenez cette position, Romane? En fait, c'est toujours un combat, du coup. Et après, ce que dit papa, c'est que du coup, faut rien attendre des autres. Et à un moment donné, il faut se faire violence, oui. Et c'est dans la tête. C'est une philosophie de l'existence. Mais sur le plan de la société, est-ce que la société ne doit pas se préoccuper de ceux qui sont lésés
Oui, mais enfin, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et voir qu'elle ne se préoccupe pas. Donc, il faut prendre les devants. On reparle de l'accessibilité. Soi-disant que dernièrement, en 2016, tout lieu ouvert au public devrait être accessible. Devrait. Oui, on repousse au 2024. Oui. Bon, vous avez un monument à Paris, un restaurant qui est dans un immeuble classé, avec, je ne sais pas, plusieurs marches devant, un trottoir qui fait 1 mètre de large. Mais même si la loi est là, le pauvre restaurateur, il fait quoi? Donc là, par rapport à cette initiative, moi, je trouve bien, mais j'arrive pas à comprendre que le milieu hospitalier ne puisse pas gérer plutôt tous ces publics. Je pense que c'est une méconnaissance. C'est vraiment les médecins et c'est ce qu'on disait ne sont pas formés, ou en tout cas n'ont pas d'informations suffisamment complètes. Souvent, ils n'ont pas d'accès, même à la langue des signes également. Là, c'est l'Institut Montsouris, donc c'est un hôpital normal dans lequel il y a une consultation qui est dédiée aux personnes en situation de handicap, mais pas que, parce que le temps qui est pris, ou cette bienveillance-là, s'adresse à tout le monde. Béatrice, elle laisse son portable, d'ailleurs, elle n'a pas de secrétaire, c'est elle qui prend les consultations, on peut lui parler très facilement, et elle dit très justement ce que vous dites également, sa phrase, c'est « je suis intégrée parce que je suis là ». Donc, de toute façon, je suis là comme je suis. Et s'il n'y a pas les solutions face à moi, c'est à moi de les trouver. Et pour les femmes, pour ce combat de femmes, parce que je suis une femme, j'ai envie de les aider à avoir un enfant le mieux possible, parce que ça doit rester le plus beau moment de leur vie, ou un des plus beaux moments de leur vie. Il faut au moins qu'elles aient face à elles des personnes bienveillantes qui les accompagnent et qui les entendent. J'espère qu'elle est fière, Béatrice, de tout ce qu'elle a fait. Elle est fière, elle a eu la Légion d'honneur en 2010, mais c'est pas ça. Oui, mais c'est pas ça qui l'importe, c'est tous les faire-part qu'elle sort de son sac, de tous les enfants. Elle les a d'ailleurs réunis, elle a réuni les parents il y a quelques années chez elle, et elle est fière de se dire qu'il y a des bébés et des parents heureux, et qui ont en tout cas vécu une grossesse heureuse. Non, mais là par contre, je trouve ça même très bien que ça soit fait par cette femme, et en plus dans ce cadre-là, qui est un cadre hospitalier. Oui. Parce que financièrement, on n'a pas grand-chose à dépenser. Non. On lui a trouvé une pièce, mais le reste, tout était déjà prévu. Exactement. C'est accessible. Votre position, c'est plus sur l'accessibilité à tous et partout. Bah oui. Et au fond, donner la sensation que vous n'y croyez pas et vous ne comprenez pas cette revendication. Et donc, j'imagine qu'il y a un débat, effectivement, là-dessus. Mais en tout cas, c'est votre position aujourd'hui. Ah oui. Mais en fait, pour vous, c'est réussir à faire comme tout le monde. C'est finalement votre combat et finalement votre fierté aussi. Je pense que c'est peut-être ça aussi l'état d'esprit dans lequel vous êtes, du coup. Si on veut faire des choses comme ça, au bout d'un moment, on va créer ce que moi j'ai connu, c'est ce qu'on appelle vulgairement des ghettos. Vous aurez des gens qui sont dans une situation identique et qui resteront chez eux. Et ce n'est pas une preuve d'intégration. Alors, on a parlé effectivement de cette mixité, et vous rêviez que tout le monde apprenne la langue des signes. Pour l'instant, ça n'existe pas, à la maternelle ou en école primaire. Mais il y a quelqu'un, une jeune femme, qui a une histoire un peu... Vous vous appelez comment, d'ailleurs, les enfants de parents sourds Des CODA. L'explication pour Charlotte, c'est... Rappelez comment ça s'appelle. Child of Deaf Adult, enfant entendant parents sourds. D'accord. Voilà, CODA. D'accord. Donc vous avez pas une jeune femme dont les parents sont sourds. Voilà, exactement. Mais moi, j'ai une histoire à vous raconter qui va faire écho vraiment à la vôtre. Donc, c'est Lucie Pichon, une jeune femme de 30 ans, qui est enfant de parents sourds. Alors, ils sont 5 frères et sœurs. Ils ont appris à parler entre eux et à communiquer. Eux étaient entendants, les enfants? Voilà, ils sont tous entendants. Et du coup, à communiquer avec le parent par le langage des signes. La langue. La langue. Oh là là. C'est Moi, je dis ça tout le temps. Mais oui, bien sûr. Alors, il y a des abus de langage. Alors, on ne dit pas langage des signes, on dit langue des signes, ça a l'air important. Et puis, on ne dit pas sourd et muet, c'est quelque chose que vous entendez souvent. Oui, parce qu'en fait, le mutisme, c'est un autre handicap. Une personne sourde naît avec des cordes vocales et en fait, elle fonctionne. Sauf que le fait de ne pas entendre, en fait, elle ne contrôle pas leur voix. Et pour éviter le regard des gens, ils coupent la voix. Mais la voix, elle est là. Donc, on ne dit pas sourd et muet, on dit sourd. Sourd. Et on ne dit pas langage des signes, on dit langue des signes. Merci. Allez-y, corrigez-nous, on aime beaucoup. Donc, du coup, voilà, elle communique avec ses parents par la langue des signes, avec ses frères et sœurs par la voix. Et elle n'a jamais eu honte du handicap de ses parents. En revanche, elle n'en parlait pas. Ses parents se sont séparés quand elle avait 11 ans. Et à ce moment-là, le handicap, elle s'en est plus rendue compte, puisque sinon, ses parents géraient le quotidien et les tâches quotidiennes complètement naturellement au sein de cette famille. Mais elle s'est rendue compte que sa famille était atypique à ce moment-là, parce qu'il a fallu gérer le divorce.
Et que là, il y avait ça de papier, ça de choses à faire, et qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, et que donc là, toute la famille a dû gérer ce divorce. Ensuite, elle est devenue auxiliaire de vie scolaire, et elle s'est occupée d'une petite fille qui était née sans oreille. Et du coup, elle l'a accompagnée, et notamment l'a accompagnée à des cours de langue de signes. Des signes. Alors, cette chronique, j'y arrive. Elle a dit que c'est sa culture, parce que dans le monde des sourds, effectivement, on est très direct et très cash. On continue, moi j'aime beaucoup. Je suis sur des erreurs. Et du coup, elle s'en occupait, elle a assisté à ses cours, et en fait, toute son histoire est un peu revenue, et elle l'a plus que jamais assumée. Son histoire personnelle. Et du coup, elle a rencontré cette animatrice. Et cette animatrice lui a expliqué qu'en fait, donc, quand on a des parents malentendants, on peut devenir animateur sans diplôme. Et du coup, elle a décidé de tout quitter. Elle s'est donné le défi d'organiser des animations et de donner des cours de langue. Langue des signes. À quel endroit? Elle est à Dieppe, en Normandie, et donc elle a commencé en travaillant avec la mairie, en organisant des groupes. Après, elle fait ça maintenant avec les écoles maternelles et primaires. Elle a commencé à faire chez sa mère un atelier test avec des parents et des enfants qu'elle avait rencontrés à son école. Et qui, eux, étaient entendants, totalement. Auxiliaires, complètement, oui, bien sûr. Donc, elle donne des cours à des enfants, maternelle et primaire. Et surtout que j'ai appris depuis une dizaine d'années que la langue des signes pouvait être une option au bac. On peut passer une option langue des signes au bac. Vous l'avez eu? Option langue des signes. C'était il y a plus de 10 ans. Vous auriez pu gagner des points. Ça n'existait pas. Donc voilà, c'est Lucie qui donne des cours, et aujourd'hui, elle travaille pour une association. Elle est partie au Burkina Faso, aussi donner des cours à des enfants. Et voilà. J'ai envie de voir sa tête. Tenez. Vous la connaissez peut-être? Non, je pense pas. Non, je la connais pas. Et donc, vous aussi, vous êtes en contact avec des publics qui ne connaissent pas la langue des signes. Ouais. Et c'est quoi la première réaction en général, que ce soit des enfants ou des adultes? La première réaction? C'est quelque chose d'assez ludique et assez enthousiasmant d'apprendre c'est des marrant parce que des fois on nous pose la question, mais ils peuvent conduire les personnes sourdes? Oui. Ils n'entendent pas, mais enfin, ils voient. Donc, vous dites que les gens s'embrouillent avec les incapacités. Oui, c'est ça. Ah oui, bon, d'accord. Mais du coup, comment ils font quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte? Il y a d'adaptation. Moi, je sais chez mes parents, quand on sonne, il y a une lumière, le téléphone. On a aussi toutes les détections flash. Enfin, voilà, quoi. Et c'est vrai que dans le cadre de mon travail, en fait, je suis à mi-temps dans le libéral et à mi-temps au Centre d'action d'information à la surdité de Blois, donc le CAIS, où dedans on fait des sensibilisations à la langue des signes. On a plusieurs postes en fait dans notre équipe et un psychologue, du coup, je pensais à toi, un psychologue, une conseillère technique. Une assistante sociale, enfin voilà, on a pas mal, une médiatrice relais entendant sourd. Et qui vient pour apprendre? C'est par curiosité, par nécessité? Des fois, c'est de la curiosité. Nous, on ne donne pas de cours de langue des signes. On peut donner sensibilisation. Sensibilisation et découverte de la langue des signes. Mais moi, c'est pas mon rôle de former les gens. C'est pas moi. Je préfère vraiment que ça soit centré sur un centre de formation où c'est des personnes sourdes qui enseignent la langue des signes. C'est pas mon rôle à moi. Mais quand vous faites l'initiation, et que les gens découvrent cette langue, parce qu'encore une fois, il y a de l'enthousiasme, j'ai la sensation à chaque fois. Ils découvrent ça avec émerveillement. Enfin, moi, j'adore quand je vois leur tête. Ah ouais, c'est comme ça. C'est si simple. Et en fait, ça manque des fois de dextérité au niveau des doigts. Donc, non, mais moi, il y a une question que je me posais, c'était de savoir si, quand on est dans la langue des signes, est-ce qu'il y a une langue internationale ou est-ce qu'il y a une langue des signes qu'en français ou comment ça se passe? Chaque pays a sa langue des signes. Ah, c'est ça, d'accord. Chaque pays a sa langue des signes. C'est presque décevant quand on apprend ça, parce qu'on pense que c'est universel. Tout le monde pense que c'est universel, mais non. Après, il y a un anglais de la langue des signes, il y a l'international. Il y a une langue des signes. Ouais, c'est de l'anglais. Enfin, pour moi, c'est comme de l'anglais. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de partir à l'étranger, de côtoyer des personnes sourdes du monde entier. C'était tellement riche, mais... ouais, enfin, il y a un temps vous comprenez quand même? Ouais, vous comprenez mieux un japonais que nous? Franchement... Un japonais qui parle la langue des signes, est-ce que vous le comprenez mieux que nous qui écoutons? Oui, complètement. Mais là, vous mettez deux personnes sourdes, entre guillemets, dans un pays lambda, ils vont réussir à se comprendre, et puis hop, on va mimes, alors que si deux personnes entendantes... Par des mimes, par des complètement. On s'adapte. Enfin, moi, je reprends cette histoire où j'étais avec alors, c'est une personne sourde, je crois, de Hong Kong.
Donc j'étais avec une personne sourde française, donc j'étais sa traductrice. On était partis en Corée et du coup on échange et là il me fait un truc. C'est un truc de karaté. Il me fait ça et sur le coup moi je reste sur ma langue des signes française. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une micro-poitrine, qu'est-ce qu'il veut me dire? Je comprends pas. Et je lui pose la question à la personne sourde. Et elle me dit, mais non, woman. Ah, woman, oui, d'accord, la poitrine, la maman. Ah oui, d'accord. Donc, femme, à Hong Kong, on le dit comme ça. Et en langue française, une femme. Ça, non? Une fille ou une femme. D'accord. Ça, c'est votre conviction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de la mixité, il y a cette sensation de richesse. Ouais, complètement. À chaque fois que ça se produit. Bon, ça se produit pas assez souvent, on ne comprend pas pourquoi. Mais à chaque fois que ça se produit, c'est ça. Mais handicap ou pas. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et Charlotte, tu nous as pas dit, les ateliers de Lucie s'adressent à quel type de public? C'est qui? C'est des enfants? Oui, enfants, parents. À tout le monde? Ah oui, à tout le monde. D'accord. Voilà, l'idée, c'est vraiment de communiquer. Ça se passe à Dieppe. Ça se passe à Dieppe, en Normandie. Donc, pour ceux qui habitent à Dieppe ou dans la région et qui disent « moi, j'aimerais bien prendre la langue des signes », ils savent où aller. Mais quand on est dans le reste du pays, Elle travaille pour une association. Mais il y en a pas mal, hein, on a regardé, il y a pas mal. Enfin, dans les grandes villes, on peut trouver quand même relativement facilement des initiatives. Il y a des centres de où on forme Signes ceux sans qui veulent frontières, découvrir. Bien sûr. Par exemple. Ah, je connais pas. Voilà, il y a plusieurs associations, il y a plusieurs on a trouvé à Strasbourg, on a trouvé en Bretagne. Et en fait, c'est des cours très ludiques avec des cartes, avec les signes pour apprendre pour les enfants. Aussi, elle fait jouer aussi, elle fait avec le théâtre, le corps, des jeux de rôle, et tout ça. Donc c'est très ludique. Bon, elle a réussi en tout cas à faire quelque chose de cette douloureuse richesse. C'est ça? Tout à fait. C'est la formule qu'on va retenir. Merci d'être venu nous parler de ça, de cette douloureuse richesse, parce qu'effectivement, on a le droit à se poser des questions qu'on n'ose pas vous poser finalement naturellement. Et la question, c'est est-ce que vous nous incitez à vous poser des questions? Moi, je dis que si on veut savoir, il faut poser des questions et il n'y a pas de questions stupides. Des fois, c'est la personne qui répond si elle n'est pas bien lunée, si comment c'est tourné. Bon, c'est vrai que moi, si j'ai quelqu'un qui me dit qu'est-ce qu'il veut le monsieur, je dis le monsieur, il veut rien. Je parle à la troisième personne devant vous. Très souvent. C'est ça. Ouais. Ah, ouais. On n'a pas d'identité. Quand on ne voit pas, il faut savoir que, par exemple, juridiquement, notre signature n'a pas de valeur. J'achète une maison, je vais chez un notaire, je suis obligé d'avoir 2 témoins ou sinon de payer mon notaire pour qu'il me représente. Par contre, le chèque, oui, je peux le signer. Il a de la valeur. Donc bon, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Après, mais voilà, si on veut savoir, la meilleure des solutions, c'est de poser des questions, aller voir l'autre. Et puis, tant pis, même si on est maladroit, c'est pas grave. On a osé. On va suivre le conseil à la lettre. Merci les camarades. Merci beaucoup Céliane d'être venue. Et puis, merci Christian, merci Roman et Adeline. En tout cas, j'espère que vous vous sentez bien. Très bien. Vous vous sentez comprise. C'est l'essentiel. Merci à vous pour votre sincérité et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite sur France 2. Demain, dans 1001 vies, nos invités viendront nous parler du bouleversement qu'a connu leur vie à l'arrivée de leur triplé. C'est un tsunami qui nous arrive dans notre vie et il faut l'affronter. À 29 ans, Pascal connaît des difficultés pour tomber enceinte. Son désir d'enfant la pousse à se tourner vers une procréation médicalement assistée. On fait tout pour que ça fonctionne. On m'implante 3 embryons. L'échographe passe, elle dit il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. De retour de la maternité, Pascal est projeté dans un nouveau monde. Il y a 18 biberons par jour à préparer le matin, 600 couches par mois, des palettes de lait que vous commandez. Voilà, c'est énorme. Philippe devient à 38 ans le père de 3 enfants. Au bout d'1 mois, il est déjà complètement dépassé. On a tout fait, on a changé la couche, il a mangé, on le prend un peu, il continue de pleurer. C'est l'impression d'être pris en otage. Je me dis, j'en ai plein la tête, en fait j'en ai marre. La compagne de Philippe, Géraldine, se sent abandonnée. Leur couple est sur le point d'imploser. Pendant 2 mois, le papa fait pas partie du quotidien. Et là, seul à gérer les 4, on se sent seul au monde.